Vous avez traité, M. Hamon, un vaste sujet en vue de, finalement, la réalisation pour l'élève de son moi dans la vie, par la mixité sociale et le coup d'œil du professeur qui, pour instruire et éduquer, prend la peine de négocier avec l'élève. Les collectivités locales ont, si je puis dire, veillé au grain, et vous le dites, depuis la décentralisation de 1984, pour la réfection, la rénovation et la construction de collèges et de lycées, en particulier professionnels, pour l'enseignement public, mais aussi pour l'enseignement privé. À un taux moindre, comme vous le savez, c'est la conséquence de la loi Fallou. Vous souhaitez, M. Hamon, une école plus efficace, plus juste par sa mixité sociale, au réflexe plus rapide, et où le choix ne serait pas entre démocratie et qualité. Et je pense qu'à ce sujet, nous allons pouvoir vous écouter avec intérêt, afin que notre enseignement ne laisse personne sur le bord de la route. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, je vous en prie. Vous n'enseignez plus, peut-être Oui, j'ai une toute petite précision à donner, c'est que je ne suis pas journaliste. C'est un beau métier, mais je suis simplement écrivain et je ne suis pas non plus sociologue, il faut avouer. Le Nouvel Observateur m'a baptisé sociologue, je ne sais pas pourquoi, pour faire joli au dernier moment, au moment du bouclage, mais je suis simplement écrivain. Et vous avez bien enseigné la philosophie pendant 5 ans, oui, tout à fait. Et vous avez donc quitté l'Éducation nationale pour vous consacrer à l'écriture et à l'édition. Vous êtes membre du Haut Conseil de l'évaluation de l'école. Vous pouvez nous dire un petit mot sur cette instance? Le Haut Conseil de l'évaluation de l'école est une instance qui est qui me plaît beaucoup, je trouve intéressante, qui réunit à la fois des experts sur les questions d'éducation, donc français et étrangers. Nous avons au sein du Haut Conseil espagnol, anglais, des gens d'Europe du Nord, italiens, suisses, canadiens aussi qui viennent, et puis des représentants des différents acteurs, que ce soit la représentation nationale par exemple, les parents d'élèves, les syndicats. Et c'est une sorte de petit club où on est une trentaine de personnes qui commandent des enquêtes sur des sujets sensibles, difficiles, par exemple le redoublement. Est-ce que le redoublement c'est utile ou pas? Et puis qui ensuite donne un avis collectif sur ces rapports qui ont été rendus, et tout cela est public et à la disposition de tous les citoyens qui le souhaitent. Si vous allez sur le site de l'Éducation nationale, vous aurez accès à tous ces travaux. Alors j'ai un statut un peu particulier là-dedans, puisque je suis le seul expert non qualifié. Je veux dire que ne dépendant pas d'un laboratoire, d'une université ou d'une institution. Alors François Jacob rappelait qu'il y a 20 ans, vous avez publié avec Patrick Rothman Tant qu'il y aura des profs, et donc 20 ans après, vous avez retrouvé des anciens témoins, rencontré évidemment ceux qui les avaient remplacés, puisque certains sont à la retraite, en tout près de 300 entretiens, vous êtes installé même au fond des classes pour suivre les cours. Oui, ça a été le plus dur. Ouais, c'est un voyage, comme vous dites, d'ailleurs, au sein de l'Éducation nationale, pour savoir donc si 20 ans après, les choses avaient changé, que ce soit d'ailleurs en bien ou en mal. Je vais juste faire un petit sondage, savoir s'il y a dans la salle des enseignants, retraités ou en activité d'ailleurs. Hein. Allez-y, c'est pas une dénonciation. Hein. Vous pouvez en être fier. Hein. Donc ça n'est pas la majorité de la salle. Bien. 40%? 40%, non, j'irai peut-être pas jusque-là quand même. 20% peut-être, oui, au moins. En tout cas. Bien, mais en tout cas, le sujet passionne tout le monde, c'est vrai. En témoigne l'affluence ce soir à la Voix au chapitre, puisque vous êtes pas loin de 2000 ce soir. Alors, je voudrais savoir si, d'abord, aller sur le terrain, est-ce que c'est éviter, comme vous l'avez fait, vous, aller sur le terrain, est-ce que c'est éviter à coup sûr les idées reçues que l'on peut avoir sur l'éducation nationale et tomber dans les clichés, comme ça a été souvent le cas sur les précédents livres qui ont été consacrés à ce sujet? J'ai pas la prétention d'être le seul à énoncer des vérités avérées sur l'éducation parce que j'y suis allé. Mais je pense que le fait d'y aller, c'est quand même instructif. Et il me semble que quand on parle des questions d'éducation, d'abord nous avons du mal à en parler sans passion, et c'est bien légitime, puisque nous renvoyons à notre enfance, notre propre enfance, la représentation que nous en faisons. D'ailleurs, nous modifions
cette représentation. Vous savez, il y a des études très intéressantes qui montrent que le souvenir que nous avons de nos copies de seconde est assez éloigné de la réalité de nos copies de seconde et que généralement nous améliorons nos copies. Si nous pouvions relire 35 ans après nos copies de seconde, nous verrions qu'il y a beaucoup plus de fautes que nous l'imaginions, de défauts de syntaxe, des choses comme ça. Et puis d'autre part, c'est tout simplement c'est notre tripe, c'est notre chair, ce sont nos enfants. Si ce ne sont pas nos enfants, c'est nos petits-enfants ou ce sont nos neveux. Tout le monde est concerné par l'éducation et d'une certaine façon, tout le monde est expert sur l'éducation. Et le souci que j'ai d'aller sur le terrain, de passer du temps, de retourner où je suis allé il y a 20 ans, c'est tout de même d'abord une certaine lassitude devant une sorte de conversation mondaine qui finit par me fatiguer, de gens qui nous parlent des collèges de banlieue mais qui n'ont jamais vu ni la banlieue ni un collège. Et je pense qu'il vaut mieux y aller. Que c'est pas parce qu'on y va qu'on aura tout vu, tout compris, mais que quand on y va, mon Dieu, on sait mieux de quoi on parle. Je pense aussi qu'il faut accepter une sorte de modestie devant les faits et accepter aussi, je dirais, la démarche du voyageur, c'est-à-dire de se laisser étonner et surprendre, ce qui m'est effectivement arrivé. Je dirais, il y a un certain nombre de découvertes que j'ai faites au cours de ces 2 ans et demi de Tour de France, auquel je ne m'attendais pas du tout, et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime les voyages. Alors, la première, je ne sais pas si c'est une surprise, en tout cas le premier constat, c'est celui de l'amélioration, celui que vous faites dès le début, vous dites le terrain m'a dissuadé de céder à la tentation du catastrophisme polémique et ou alimentaire. 20 ans après, les établissements que j'ai visités se portent incontestablement mieux que par le passé, avec évidemment 1000 nuances, variations saisonnières et autres correctifs, avec 1000 regrets et objections. Mais la dominante est forte, il faut être aveugle, sourd, ignorant ou de mauvaise foi pour soutenir que les conditions d'enseignement ainsi que cet enseignement lui-même ne se sont pas améliorés et de manière substantielle depuis 1984. Alors il y a beaucoup d'autres améliorations, vous constatez. D'abord, le nombre de bacheliers a doublé entre 85 et 95, ce qui n'est pas rien. Les établissements en zone d'éducation prioritaire ont été rénovés ou reconstruits. Vous dites aussi que la situation, et ça vous a beaucoup surpris, s'est améliorée dans les lycées d'enseignement professionnel, avec évidemment des bémols, on y reviendra. Mais je voudrais qu'on essaie de reprendre plusieurs points de votre livre, et je voudrais commencer par celui qui m'a le plus surpris et le plus choqué. C'est cette école qui est sexiste, qui est discriminante socialement et ethniquement. Alors on va essayer de reprendre ces 3 points un par un. D'abord, cette école où les filles, d'après ce que vous dites, sont meilleures que les garçons, mais où elles ne sont pas récompensées de leurs efforts. Ça, c'est une vraie surprise. Est-ce que vous me permettez de revenir une seconde sur la toile de fond? Parce que vous êtes passé très vite sur des choses qui me paraissaient essentielles. On va y revenir. Parce que tout de même, c'est vrai qu'il y a une œuvre scolaire de la Ve République qui est très loin d'être négligeable et que le fait... Quand j'ai passé mon baccalauréat, c'était en 1965. Nous étions 11% d'enfants dans ce pays à passer le baccalauréat à ce moment-là. Cette même année 1965, il y avait 350 000 jeunes qui ont quitté le système éducatif sans aucun diplôme et sans aucune formation. Aujourd'hui, c'est à peu près 3 fois moins. Et entre 1985 et 1995, nous avons doublé le nombre de bacheliers en France. Or, le baccalauréat reste un examen difficile et exigeant. Bon, ça n'est pas rien du tout. C'est-à-dire que toutes les discussions que nous pouvons avoir, critiques, objections, etc., viennent sur cette toile de fond. Je pense qu'il ne faut pas perdre notre temps à nous demander si le niveau moyen de formation et de qualification des jeunes dans ce pays monte. Bien sûr qu'il monte. Mais les écarts se creusent et ça nous amène à ce dont vous parlez. J'ai effectivement été frappé, beaucoup plus qu'il y a 20 ans, par le fait que l'école m'a paru fortement sexiste. Les filles, actuellement, sont les meilleures élèves. Elles sont les meilleures élèves dans toutes les disciplines. Il n'y a pas de discipline mâle et de discipline femelle. Cette vieille lune est vraiment derrière nous. Les filles sont aussi bonnes en physique ou en maths qu'en lettres et en langue. Et je dirais qu'elles s'appuient sur l'institution. Elles en intériorisent volontiers les règles. Elles s'adossent à l'institution, alors que les garçons se construisent fréquemment contre l'institution. Elles sont d'ailleurs plus nombreuses que les garçons à passer en seconde générale. Et donc, on peut dire que les meilleurs élèves, ce sont les filles, mais elles ne touchent pas les dividendes de leurs efforts. C'est-à-dire que quand on regarde le résultat de l'orientation, on s'aperçoit que les filles se retrouvent, je dirais, abonnées au menu filles, le plus traditionnel. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde les sections tertiaires des lycées, les sections dites STT, sciences et techniques tertiaires, 3 élèves sur 4 sont des filles de ces sections dont les débouchés, le moins qu'on puisse dire, ne sont pas avérés. En revanche, dans les classes de STI, sciences et techniques industrielles, il y a 93% de garçons, avec des débouchés qui sont souvent intéressants et qui se prolongent par des bons BTS. Alors, moi, je n'ai rien contre le fait qu'une fille devienne secrétaire ou comptable, mais je m'interroge sur la raison pour laquelle elle devrait à peu près fatalement se retrouver
prisonnières d'héritage culturel dont on s'aperçoit que finalement, ils n'ont pas été ni analysés, ni maîtrisés. Je m'imaginais qu'une profession où les femmes devenaient fortement majoritaires était une profession qui allait devenir plus féministe. Et ça prouve justement que je ne suis pas sociologue, parce que les sociologues que j'ai interrogés là-dessus m'ont justement expliqué que pas du tout, que quand les femmes, dans un monde de fonctionnaires où elles obtiennent toute parité, c'est-à-dire à la fois en termes de carrière, de rémunération, etc., d'une certaine façon, elles baissent la garde et elles n'éprouvent pas le besoin de défendre leurs filles. Et c'est vrai que les procédures d'orientation, s'agissant des filles, montrent que de façon inconsciente, parce que ça n'est pas évidemment quelque chose qui est ni décidé, et c'est pas un noir complot. Hein. Il n'y a pas de circulaire non plus. On peut dire qu'à niveau scolaire absolument égal, les garçons sont orientés à la hausse et les filles sont orientées à la baisse. C'est-à-dire que si vous avez deux élèves qui ont 9,8 de moyenne en fin de troisième et qu'on se demande qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on l'envoie plutôt vers faire un BEP ou est-ce qu'on l'envoie plutôt dans l'enseignement général, on va dire, bon, le garçon, on va le laisser tenter sa chance, et puis la fille, on va la laisser faire son BEP. D'autant que la demande des familles, elles-mêmes évidemment, et quelquefois la demande des filles qui ont intériorisé cela, va dans ce sens. C'est-à-dire les familles sont plus ambitieuses pour leurs garçons que pour les filles. Mais les procédures d'orientation ne corrigent pas le sens de la pente. Et on peut dire qu'effectivement, nous avons aujourd'hui une école qui est une école sexiste. Ça m'a frappé, plus encore dans l'enseignement professionnel. C'est-à-dire que, oui, par rapport à il y a 20 ans, j'ai retrouvé un enseignement professionnel métamorphosé, dont je fais un tableau, je pense, assez enthousiaste, en tout cas, bon, pas niais ou naïf, hein, c'est pas le vert paradis des études adolescentes, mais je trouve que c'est une métamorphose spectaculaire. Mais là encore, il y a décrochage entre des filières industrielles qui sont porteuses, qui marchent bien, et puis des filières tertiaires qui sont effectivement des sortes de voies de garage. Il y a 20 ans, j'avais vu des parkings à chômeurs, et 20 ans après, les chômeurs vont mieux, merci, tant mieux pour eux, mais j'ai retrouvé des parkings à chômeuses, et je trouve que ça n'est pas juste. Nous allons par exemple manquer d'ingénieurs en France, tout le monde le dit, les entreprises le savent bien, bien pourquoi ne formons-nous pas des ingénieuses ? Il y a un problème d'orientation aussi vers l'enseignement professionnel, mais on y reviendra tout à l'heure. Je voulais juste citer l'exemple que vous évoquez concernant justement ce sexisme. Vous reprenez un exemple célèbre que vous citez, le travail accompli par une chercheuse qui s'appelle Mireille Desplat dans les années 90. Elle a distribué les mêmes copies de sciences physiques, bonnes, moyennes ou médiocres, à un panel de professeurs, hommes et femmes, et elle a présenté au stylo rouge du correcteur le même devoir, tantôt chapeauté d'un prénom masculin, tantôt d'un prénom féminin. Et sur l'ensemble des correcteurs, une tendance se gage nettement. Quand la copie est bonne, elle obtient une meilleure note si le prénom est masculin plutôt que féminin. Et quand la copie est mauvaise, elle obtient une moins bonne note si le prénom est masculin plutôt que féminin. Paradoxe, pas du tout, vous dites, les correcteurs de sciences physiques, mâles ou femelles, trahissent inconsciemment que leur attente est plus vive, donc du côté des garçons, que du côté... On considère qu'au fond, c'est normal que les garçons soient meilleurs en physique. Donc s'ils déçoivent, ils vont prendre un bon coup, on va les sanctionner. Mais s'ils sont bons, alors l'éventail des notes va servir plus loin, ils auront des 17, des 18. Alors que les filles vont rester du côté des 14. Quoi. Alors, une école sexiste... C'est très détestable. Hein, complètement. C'est détestable pour tout le monde, y compris pour moi, d'imaginer que nous avons des comportements inconscients. Hein, c'est en cela que justement que les enquêtes, les travaux sont intéressants, parce que bien sûr, rien de tout cela n'est transparent à soi-même. Alors ça, c'est choquant, mais une autre chose là également, et c'est sans doute un tabou de l'éducation nationale, vous allez nous le dire, c'est cette école qui est discriminante ethniquement, puisque vous dites que 40% des jeunes dont les prénoms ou ceux de leurs parents montrent qu'ils viennent du Maghreb sont concentrés dans 10% des établissements. Et vous dites qu'il y a quasi, on peut presque parler aujourd'hui de collège de black, de collège de beurre et de collège de blanc. On peut aller aujourd'hui parler de cette manière-là. Je dirais plus simplement de collège black et beurre et de collège blanc, oui. Ouais. Oui, ça c'est un impensé de la République. C'est quelque chose que je crois, c'est quelque chose à quoi on commence simplement de réfléchir aujourd'hui. Et je crois que pour comprendre cela, il faut se dire qu'un certain secteur de notre vie sociale et du même coup de notre population scolaire se trouve en zone de relégation. Il y a 20 ans, j'avais visité toute une série de collèges en très grande difficulté dont on ne parlait pas à cette époque-là, les collèges de banlieue comme on dit aujourd'hui, mais la notion de banlieue est un peu passe-partout parce qu'il y a des collèges ruraux par exemple en grande difficulté. Mais enfin, en gros, allons-y pour la banlieue, même si ça n'est pas une bonne catégorie sociologique. Il y a 20 ans, j'avais trouvé des collèges qui étaient dans un état épouvantable, où la violence était extrême. Je me rappelle que Patrick Rothman et moi avions trouvé, par exemple, un collège où le rectorat de Versailles avait investi 1 million de francs
pour l'équiper de vitres à l'épreuve des balles. Ça nous avait quand même un peu interrogé, et donc on y était allé voir, et on avait trouvé les vitres, effectivement, et on avait aussi trouvé les balles, et on avait vu que les gens tiraient au 22 long rifle sur les vitres du collège, depuis les barres environnantes, et que les profs travaillaient la porte ouverte pour se porter mutuelle assistance. Ça ne faisait absolument pas l'ouverture du 20h. On ne parlait pas de la violence, on ne parlait pas de cette peur simple, fantasmée ou réelle du viol qu'il y avait chez les jeunes enseignantes. On ne parlait pas de tout cela. Moi, je garais ma moto à 600 mètres de là si je voulais la retrouver le soir. Bon, tout ça, on n'en parlait pas du tout. Les murs s'effondraient, les établissements n'étaient pas gardiennés. L'administration, souvent, s'isolait dans une sorte de baraque de chantier avec des vitres grillagées de façon à résister aux jets de pierre. Et je me souviens toujours de ces proviseurs accablés qui nous avaient visité l'établissement en disant voilà, là on a obtenu une caméra de surveillance, puis ils nous montraient leur bien le plus précieux, qui était l'unique magnétoscope enfermé dans un unique coffre-fort. Je suis retourné dans ces mêmes établissements 20 ans après, et on ne me fera pas dire que c'est pire. C'est-à-dire que j'ai trouvé une banlieue qui est beaucoup plus dure qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, c'était une banlieue ouvrière qui était en train de perdre ses emplois, de perdre sa culture, de perdre sa vie associative, de perdre son parti politique, qui était quand même assez largement le Parti communiste, pour ce qui était en tout cas de la banlieue parisienne, et qui finalement était en train de se déliter, en train de se défaire, mais qui avait encore tout un système de repérage. Ce que j'ai retrouvé cette fois-ci n'a rien à voir avec cela. Ce sont des populations qui ne sont pas des populations de chômeurs, mais des populations qui sont hors du champ du travail, et je dirais qu'ils sont stockés par ensemble communautaire, hein, la parabole numérique étant un facteur d'isolement, beaucoup plus qu'un facteur qui créerait de la vie culturelle partagée. Et l'école, évidemment, dans ces secteurs-là, que j'appelle zones de relégation, c'est-à-dire des endroits où il est extraordinairement inimaginable de former un projet d'avenir, de penser qu'on a l'avenir pour soi, ben, l'école hérite de cela, elle n'en est certes pas coupable, c'est le moins qu'on puisse dire, et il faut qu'elle y fonctionne. Mais je peux dire que 20 ans après, d'accord, la banlieue c'est pire, mais l'école c'est mieux. J'ai retrouvé, grâce à la décentralisation, des établissements qui sont rénovés ou totalement reconstruits, qui sont clairs, qui sont propres. Je ne dis pas qu'ils ne sont jamais tagués, je dis qu'ils sont immédiatement nettoyés, où la loi est dite. Je suis extrêmement choqué qu'on décrive ces secteurs de l'éducation nationale comme des endroits où on n'enseignerait pas, où on n'instruirait pas, on n'éduquerait pas. Ça n'est pas vrai. Je trouve que souvent, par exemple, les conseillers d'éducation font un travail tout à fait remarquable, que lorsque les adultes sont cohérents, ça fonctionne. Je ne dis pas que les problèmes sont résolus, et ils sont terriblement lourds, je dirais qu'ils sont nommés et qu'on s'y affronte. Personnellement, je suis revenu de mon voyage avec beaucoup de respect pour les maîtres qui enseignent dans ces zones de relégation, et avec aussi beaucoup de sympathie pour les jeunes profs qui s'y retrouvent parachutés dans des conditions ahurissantes, c'est-à-dire sans formation, préparation spécifique, et qui s'y débrouillent d'une façon très estimable. J'ajouterais que, heureusement qu'ils sont jeunes, parce que si on prenait les profs d'Henri IV pour les mettre au Val-Fouré, je ne suis pas sûr qu'ils tiendraient plus de 20 minutes. Donc je ne peux pas dire que le collège est catastrophique. Ce qui est vrai, c'est que nous avons laissé se construire à l'intérieur de notre France républicaine des zones de relégation sociale qui se trouvent du même coup être des zones de relégation scolaire. Mais à l'intérieur de cela, on peut identifier aujourd'hui, grâce notamment aux travaux je pense à Georges Felouzis, par exemple, dans l'Académie de Bordeaux, auquel vous faites allusion, le facteur ethnique. C'était théoriquement impossible de faire cela, puisque l'INSEE ne nous donne pas le droit, et pour d'excellentes raisons, me semble-t-il, de faire une distinction entre des Français de souche, enfin des Français qui ont 8 générations au cimetière, et puis des Français qui seraient d'origine immigrée ou étrangère récente. Qu'on vienne, du moment qu'on a la nationalité française, on est français, point, et il n'existe pas de catégorie sociologique qu'on puisse identifier comme cela. Et Felouzis et les gens de son labo ont eu l'idée, dans l'Académie de Bordeaux, qui est une académie où le taux d'immigration est plutôt moins fort que dans le reste de la France, de prendre comme marqueur, comme repérage, le prénom des enfants. En disant le prénom des enfants, c'est un bon marqueur, c'est une bonne identification, et ça permet de savoir effectivement si ces enfants, qu'ils aient ou non la nationalité française, sont d'origine étrangère, et en particulier africaine, turque ou maghrébine. Et il a observé ce que, par ailleurs, les rapports de l'inspection générale confirment, notamment dans l'Académie de Créteil, que, effectivement, à profil social à peu près équivalent, nous avons des collèges pour blancs et nous avons des collèges pour les blacks et pour les beurs. Bon, c'est une vraie question. D'où cela vient-il ?
ça n'est pas évidemment les autorités académiques ou les responsables des établissements qui auraient procédé à une sorte de tri discriminant. C'est en fait les citoyens eux-mêmes qui fonctionnent de cette manière, c'est-à-dire que les parents d'élèves eux-mêmes, en cherchant à inscrire leur enfant à tel ou tel établissement, d'une façon là aussi consciente ou inconsciente, ont accepté d'utiliser ce facteur discriminant pour inscrire leur gosse. Ça nous interroge, nous, comme citoyens, ça m'interroge moi. C'est-à-dire, sommes-nous prêts à accepter un peu de mixité ethnique, un peu de mixité sociale? Je comprends très très bien que de façon volontariste, on n'inscrive pas son enfant dans le collège le plus difficile, où il y a le plus de problèmes de drogue, où il y a le plus de conflits interethniques, et où le niveau est le plus faible. Mais entre tout et rien, il y a tout de même de la marge. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de ce type de questions, si nous ne voulons pas avoir une France tout à fait fragmentée. On y reviendra tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est un choix qui nous engage tous. Tout à fait, oui, bien sûr. Clairement. On ne peut pas refiler ça simplement à l'école ou aux professionnels de l'école. Alors, école sexiste, école discriminante ethniquement, et puis une école, et là on va y revenir un peu plus longuement, une école qui fabrique de l'inégalité sociale. Alors certes, on le disait, le niveau a augmenté, mais l'injustice aussi. Est-ce que d'abord on peut parler d'un bac des riches et un bac pour les autres? C'est une évidence. C'est une évidence. 83% des enfants de cadre vont au baccalauréat général ou technologique et 32% des enfants d'ouvriers. Bon, l'écart s'est un tout petit peu réduit depuis 20 ans, mais il reste encore assez fort. Alors il faut là-dessus essayer là aussi de mettre les choses en perspective. Je dirais que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et pratiquement jusqu'aux années 50, c'est une question qu'on ne se pose pas. En gros, le but avant la Seconde Guerre mondiale, c'est d'amener la moitié d'une classe d'âge au niveau du certificat d'études. Et puis, on ne se pose pas beaucoup de questions en plus. C'est-à-dire que, bon, il y a des enfants qui réussissent. On se dit, bon, ils réussissent parce qu'ils sont doués et travailleurs. Et puis, s'ils n'ont pas réussi, c'est qu'ils ne sont pas doués mais travailleurs, ou travailleurs mais pas doués, ou ni l'un ni l'autre. Et c'est au fond, à partir des années 50, qu'on a commencé à se demander s'il n'y avait pas des enfants doués et travailleurs qui ne réussissaient pas, ou en tout cas qui n'avaient pas accès aux études qu'ils méritaient. Hein, on avait déjà un système de bourse qui fonctionnait, mais c'était à dose assez infinitésimale, mais qui ont quand même permis, grâce au repérage d'enfants par les instituteurs, d'avoir des élèves d'origine très modeste qui arrivaient, c'était au compte-gouttes, hein, mais qui arrivaient à faire des études assez spectaculaires, et jusqu'aux grandes écoles, par exemple, pour ce qui est de l'après-guerre. Mais finalement, la notion d'échec scolaire, c'est une notion moderne, c'est une notion extrêmement récente. On s'est posé cette question-là, je dirais, dans les années 50, dans le courant des années 50, et puis c'est dans le courant des années 60 qu'on s'est demandé si les enfants qui étaient en difficulté scolaire, qui n'avaient pas des parcours qui paraissaient à la hauteur de à la fois leurs ambitions et leurs possibilités, n'étaient pas aussi les enfants des milieux les plus modestes. Et on s'est aperçu que oui. Et c'est à partir de ce comptage assez élémentaire, vous savez, les catégories socio-professionnelles, fils d'ouvriers, fils de classe moyenne, enfin, etc. Et puis les enfants de paysans, les enfants de commerçants, etc. Qu'on a eu des suivis de cohortes qui nous montrent tout de même que la corrélation reste très forte, y compris aujourd'hui, entre l'origine sociale des enfants et leur parcours scolaire, y compris d'ailleurs déjà dans le primaire. Si on prend par exemple les enfants qui redoublent au niveau du CP, on s'aperçoit que la corrélation est très forte entre les enfants de milieu modeste et les enfants redoublants, avec cette tragédie française qui fait que le handicap de redoublement accompagne l'enfant tout au long de sa scolarité. Donc effectivement, notre école n'est pas juste. Je ne dis pas bien sûr que la France doit offrir à chaque enfant la possibilité d'aller à Polytechnique. Ce que je souhaiterais, c'est que les résultats, que la concordance ne soit pas si étroite entre de bons résultats scolaires et l'origine sociale. Ça reste toujours le cas aujourd'hui. Alors c'est encore plus spectaculaire si l'on va vers les établissements dits d'excellence, les lycées très compétitifs par exemple, ou les classes préparatoires aux grandes écoles. En gros, dans les classes préparatoires aux grandes écoles, on a presque 100% d'enfants de cadres ou d'enfants d'enseignants. Le parcours des enfants d'enseignants est très spécifique puisque les enfants d'enseignants ont des performances encore meilleures que celles des cadres les plus aisés. Et cela, c'est pas parce que les enseignants pistonnent spécialement leurs enfants ou trichent en faveur de leurs enfants, pas du tout, ce serait très injuste. C'est simplement qu'ils savent extrêmement bien jouer avec les filières et les options, et donc ces filières plus ou moins clandestines qui existent à l'intérieur de notre système scolaire. Puisque nous sommes dans un système qui théoriquement
est unique, unitaire, hein, avec un effet d'affichage très simple qui dit aux familles, inscrivez votre enfant chez nous et où que vous l'inscriviez, il aura les mêmes chances, accès aux mêmes possibilités, etc. En réalité, ce monde est très différent. Notre école n'est pas à 2 vitesses, elle est à 40 vitesses. Le collège est tout sauf unique. Lorsque j'avais entendu Luc Ferry se demander sérieusement, sans rire, s'il fallait abandonner le collège unique, je me suis permis de sourire. Il me semble que le collège unique peut être pour nous une ambition ou une perspective, et certainement pas quelque chose qu'il faudrait abandonner ou garder. Certainement pas. Donc c'est vrai que notre école, pour l'instant, elle est très marquée socialement. Par exemple, dans les lycées, au baccalauréat professionnel, vous trouverez 12% d'enfants de cadres et vous trouverez 5% d'enfants d'enseignants. Record absolu. Alors les écarts se creusent et le plus inquiétant, c'est que finalement ceux qui sont à la traîne aujourd'hui le sont encore beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Et je voudrais lire un passage de votre livre où vous parlez de ce critère ultime de l'excellence. Vous dites pour que les uns gagnent, s'élèvent, vivent, il faut que les autres perdent, chutent et meurent. Un professeur de mathématiques, André Antibi, travaillant sur une méthode de notation, appelle ce phénomène la constante macabre. Il décrit le système de double peine appliqué au potage. Un pourcentage constant d'élèves, explique-t-il, doit se trouver en échec afin que le système soit crédible. En gros, tout paquet de copies se répartit en 3 tiers, et l'on sait que le tiers inférieur est condamné, sans quoi la valeur des autres groupes, et surtout du tiers supérieur, paraîtrait sujette à caution. Les chercheurs de l'éducation nationale appellent ce fonctionnement la règle des 3 tas. À l'appui, André Antibi cite nombre de ses collègues mathématiciens. Je cite, « Si je me retrouvais dans une classe où tout le monde a la moyenne, je me sentirais à côté de la plaque, reconnaît l'un. Pour être sûr que personne n'aura 20 sur 20, je pose toujours à mes contrôles une question qu'aucun élève ne saura traiter, concède un autre. Un prof qui a une majorité de bonnes notes est facilement qualifié de laxiste, observe un troisième. Et dans les classes préparatoires, certains maîtres n'hésitent pas à noter négativement. Inconsciemment, tranche André Antibi, la règle s'applique quels que soient les niveaux de la classe et quel que soit le programme. Et vous dites, par provocation, le grand nombre ne saurait être que bas de gamme. La pire insulte et la plus creuse, c'est la pire insulte et la plus creuse qu'on puisse adresser à la démocratie et à l'œuvre de l'école publique. Donc, finalement, où est la solution dans cette hypocrisie qui consiste à dire cette école, elle est ouverte à tous, mais elle ne sait pas finalement s'occuper de ceux qui sont le plus en difficulté. Au contraire, on le laisse vraiment sur le bord du chemin. Oui, ce que nous avons fait en France, c'est il y a eu une demande très profonde de l'ensemble, ou quasiment l'ensemble, de la société française pour que les jeunes Français aient accès au collège. Il y a eu une recherche de réelle démocratisation des études. Les familles ont énormément investi sur l'école. Nous avons cette particularité en France, qui d'ailleurs est sympathique, d'avoir une passion pour l'école, une passion pour notre école, qui est aussi constructrice de notre identité. C'est quelque chose d'à peu près unique au monde. Ni les Japonais, ni les Américains, ni les Britanniques, ni les Suédois ne fonctionnent et ne raisonnent comme nous. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au début des années 60, nous avons voulu massivement, et je dirais quels que soient les partis politiques, puisque ça a traversé les alternances, etc., nous avons voulu que pratiquement la totalité d'une classe d'âge, je ne dirais pas sans filière au départ, mais enfin progressivement, intègre le collège. Est-ce que pour autant nous avons transformé le moule? C'est toute la question. Nous avions un moule qui était conçu, un moule scolaire, un édifice qui était conçu pour une élite. Nous avons gardé cet édifice tel qu'il était construit et nous y avons enfourné, et je dirais même enfourné en force, quelquefois de façon brutale, des populations différentes, beaucoup plus larges, pas seulement plus nombreuses, mais aussi culturellement beaucoup plus variées. Et nous avons procédé à une sorte de forçage scolaire et social qui n'a pas pu se produire sans résultat positif, c'est-à-dire ça a permis évidemment à des enfants de milieux plus modestes d'avoir accès à des formations qu'ils n'auraient pas connues sans cela, mais ça a aussi écrabouillé en route un certain nombre de candidats aux études. Donc nous sommes dans un système qui a réussi à massifier, ce qui n'est pas rien. Nous avons réussi à scolariser beaucoup plus et beaucoup mieux nos enfants que nous ne le faisions autrefois, mais en même temps, nous avons massifié en force et nous n'avons pas encore véritablement réussi à démocratiser. Alors cela se reconnaît, je dirais, à plusieurs signes ou symptômes. Celui que vous citez, enfin celui que reprend ce chercheur, André Antibi, qui a travaillé sur la docimologie, c'est que finalement, nous avons l'art de qualifier en disqualifiant. C'est-à-dire que nous assimilons de la manière la plus capitaliste, je dirais, la qualité à la rareté. Pour que ça soit vraiment excellent, il faut qu'il y en ait peu.
Dans un collège finlandais, je suis allé voir par exemple comment fonctionnent les écoles des pays du Nord, qui sont très passionnantes, en Suède, en Norvège, en Finlande. Un bon collège en Finlande, c'est un collège qui s'occupe bien de ses mauvais élèves. C'est la définition du bon collège. Et c'est sur ce critère que sont faites les évaluations des collèges par le gouvernement finlandais ou par les équipes d'évaluation. En France, un bon collège, c'est un collège qui s'occupe bien de ses bons élèves. Et nous avons un système qui travaille pour les bons élèves et qui travaille pour une certaine représentation des bons élèves. C'est-à-dire nous avons finalement une représentation assez monolithique de la réussite. Et la réussite, c'est le premier reçu Minpon, enfin, ce premier à Polytechnique, premier à l'ENA. Et ce modèle-là est déposé au Conservatoire des posées mesures, et tout élève est cet élève étalon moins quelque chose. Et nous avons du mal à fonctionner et à penser autrement. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons voulu démocratiser l'école, mais d'un autre côté, je dirais qu'il y a eu un mouvement de précaution contre cette démocratisation, et nous avons construit à l'intérieur de l'école publique, je parle de l'école publique, non pas du tout pour ne pas entrer dans les discussions entre public et privé, etc., c'est simplement que c'était mon champ de travail. On peut, si vous le souhaitez, discuter de cela. Mais nous avons construit à l'intérieur de l'école publique des enclaves qui se protégeaient contre ce phénomène de démocratisation. C'est pour ça qu'actuellement, par exemple, nos grandes écoles sont à ce point étanches. Nos grandes écoles sont socialement étanches. Nous avons actuellement à l'intérieur des grandes écoles des enfants de cadre, point. Et justement, tout un débat qui fonctionne actuellement, qui s'est ouvert actuellement, c'est la volonté de certains dirigeants de grandes écoles d'importer de façon volontariste, par discrimination positive, de bons élèves qui viennent par exemple de la banlieue, dont ils disent ce sont d'excellents élèves, mais culturellement ils n'arriveront pas jusqu'à nous si nous n'allons pas les chercher, et c'est vrai. C'est ce qui se passe effectivement. En revanche, on s'aperçoit que quand on les importe, ils se mettent rapidement à niveau et ils deviennent tout à fait comparables aux autres élèves. Ça veut dire qu'en France, nous ratons des talents. Nous ratons des talents chez les bons élèves, mais nous faisons plus que cela. Nous ne savons pas convenablement nous occuper des autres. Alors que vous dites que pourtant, pour les bons, le ministère, en tout cas l'Éducation nationale, sait très bien s'y prendre. Et vous dites même elle arrive à faire de la dentelle dans les classes de prépa. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'actuellement, l'inspection générale, qui a beaucoup évolué depuis 20 ans, l'inspection générale sait très très bien faire de la dentelle pour les... Je dis rien contre les classes prépa, je suis en train de parler là, de sociologie scolaire. L'inspection générale sait très bien repérer un jeune agrégé de maths extrêmement brillant en disant ce garçon est formidable, ou cette dame est formidable, nous allons nous le tenir au chaud, ou nous la tenir au chaud, et puis ça nous fera un excellent prof de taupe au lycée Saint-Louis. Ça, on sait très bien faire ça, homme par homme, femme par femme, individu par individu, de façon très attentive. Mais ça, on ne le fait pas pour les pauvres. C'est-à-dire que pour les secteurs, pour les zones de relégation dont je parlais tout à l'heure, voire bien sûr pour les zones intermédiaires, comment affecte-t-on les personnels? Puisque je sais que vous êtes nombreux enseignants ici, vous connaissez très très bien le système que j'appelle la moulinette à points, c'est-à-dire c'est un système qui part d'une idée qui est assez généreuse et sympathique, c'est l'idée que les fonctionnaires sont interchangeables. Les fonctionnaires étant interchangeables, un prof d'anglais pouvant remplacer un prof d'anglais, un prof d'histoire, ça veut dire que le fonctionnaire doit être capable de rendre le service au public, dans n'importe quel point de service public. Très sympathique comme idée de base. Ça veut dire qu'on ne considère jamais les talents de l'individu, ni les profils du poste. Ça veut dire aussi qu'on a un système qui avance de façon mécanique à l'ancienneté, avec un certain nombre de considérations, nombre d'enfants, etc., inspection tous les 5 ans, et qui fait qu'actuellement, dans les académies de Créteil, Versailles et Lille, et pas au lycée Hoche de Versailles, se retrouvent les jeunes qui sortent des IUFM. Ça veut dire qu'on parachute dans les zones les plus sensibles, les plus difficiles, des jeunes enseignants qui sont partants pour être enseignants, qui ont passé des concours difficiles, mais qui sont très insuffisamment préparés à l'exercice de leurs fonctions, là où ils vont être nommés. La chose est si vraie que dans les zones sensibles où je suis allé, par exemple, ils ont une décharge de 2 heures pour se former pédagogiquement quand ils sont nommés dans le collège. Ils sortent d'un établissement de formation et on les met en formation en arrivant. Pourquoi ne les a-t-on pas formés avant quand ils étaient en formation? Parce que là où ils sont en formation, ils ont pour tuteur des gens qui sont tout à fait compétents, qui sont des bons professeurs, qui sont souvent assez avancés dans la carrière, qui enseignent dans des établissements de centre-ville, pour la plupart d'entre eux, mais en tout cas pas du tout dans des établissements comparables à ceux qu'ils vont connaître. Nous avons donc une école qui est extrêmement stratifiée, et j'ajouterais que les établissements dits d'excellence, c'est-à-dire les lycées de centre-ville, le lycée du Parc à Lyon, le lycée Thiers à Marseille, Henri IV, Louis le Grand, Montaigne, Janson de Sailly à Paris, etc., sont en fait des enclaves privées à l'intérieur du système public qui recrutent
leur clientèle, c'est-à-dire qu'ils sélectionnent les élèves à l'entrée, ou s'ils ne les sélectionnent pas, qu'ils les trient rapidement entre la seconde et la terminale, ce qui fait qu'on arrive à des taux de réussite au bac considérables, au point qu'aujourd'hui la direction de l'évaluation de la prospective au ministère distingue entre les établissements compétitifs, fondés sur la compétition, où, comme par hasard, on retrouvera extrêmement peu d'enfants d'origine modeste, et puis ce qu'ils appellent les établissements accompagnateurs, c'est-à-dire ceux qui prennent une population scolaire donnée au niveau de la seconde et qui accompagnent l'ensemble de cette population scolaire en abandonnant personne en route jusqu'au bout du chemin. Bon, il est sûr que nous avons là-dessus des choix à faire, des choix de société, des choix politiques au sens très noble du terme, qui ne concernent pas seulement, bien sûr, les enseignants ou les ministres ou les décideurs, mais qui concernent, je dirais, chacun de nous, chaque citoyen. Vous dites que ce sont les jeunes qui sortent de l'UFM qui, principalement, sont placés dans ces établissements qui sont en zone d'éducation prioritaire, mais certains anciens seraient prêts à aller sans doute dans ces établissements. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat à passer avec eux en leur proposant certaines conditions? Est-ce que certains, vous en avez rencontrés? Oui, la chose s'est faite de façon très intéressante, en particulier dans l'Académie de Créteil. Quand Christian Forestier était recteur de l'Académie de Créteil, il avait lancé dans les secteurs les plus sensibles, l'épithète est charmante, sensible, ça veut dire pire que ZEP, si vous voulez, pour simplifier les choses. C'est-à-dire, il y a la zone d'éducation prioritaire, et puis, comme les zones d'éducation prioritaire donnent un certain nombre d'avantages, pas mal d'établissements postulent pour devenir prioritaires, parce qu'à ce moment-là, ça permet de tirer de l'argent, un certain nombre d'avantages pratiques, etc. Bon, d'ailleurs, je suis personnellement assez d'accord avec l'idée qu'il faut donner plus à ceux qui ont plus de difficultés. Mais à l'intérieur de la ZEP, on a encore une subdivision, et il y en a encore quelques autres, si on voulait raffiner, qui vont jusqu'au sensible. Donc, Christian Forestier, recteur de Créteil, avait fait un peu la tournée des popotes, des UFM, enfin il en a pris 5 ou 6, si je me souviens bien, en disant aux jeunes candidats enseignants, venez chez moi, ne venez pas seuls, rien n'est plus mauvais qu'une nomination isolée. Déjà, c'est venez avec votre copain, votre copine, mais venez aussi avec vos copains et vos copines, venez en réseau. On va vous préparer, vous allez venir avant, faire un stage chez nous, vous allez connaître les gens, vous allez rencontrer des gens qui ont une bonne connaissance culturelle de ces enfants, vous allez apprendre ce que c'est qu'un Comorien, comment fonctionnent les familles africaines, etc. Et nous allons vous accompagner, vous encadrer pédagogiquement, nous allons vous accueillir, nous allons vous loger et nous allons vous payer. Et nous allons passer avec vous un contrat de durée. Ça a marché extrêmement bien. Mais immédiatement, les syndicats majoritaires, ou en tout cas un syndicat majoritaire, a poussé des hurlements en disant la moulinette à point n'est plus égalitaire. Ce qui est vrai, c'est-à-dire qu'on entre à ce moment-là effectivement dans une gestion des ressources humaines, c'est-à-dire dans une étude des talents de l'individu, du profil du poste, et dans une négociation entre effectivement le fonctionnaire candidat pour ce poste et puis les gens qui ont en charge cet établissement ou ce groupe d'établissements. C'est une conversion culturelle très forte. Moi, je pense que c'est positif. Je pense qu'on ne peut pas rester dans ce système totalement désuet, déshumanisé, et qui fabrique finalement, je dirais, du déshonneur, enfin du déshonneur et de la souffrance. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes enseignants qui pourraient être d'excellents enseignants si on ne les mettait pas dans des situations qu'ils ne savent pas affronter, culturellement, techniquement, pédagogiquement. Il y en a d'autres que ça intéresse beaucoup. Moi, j'ai vu des jeunes profs tout à fait passionnés par leur métier, convaincus que ce qu'ils font est utile. Je n'ai pas vu du tout des gens gémissants et qui baissent les bras. Ce qui se passe dans le système actuel, c'est qu'ils accumulent rapidement des points quand ils sont dans les zones sensibles, et puis donc au bout de 4 ans ou 5 ans, enfin assez rapidement, ils obtiennent la mutation de leurs rêves, si je puis dire, et à ce moment-là, ils vont se retrouver dans des chaussons, dans les pantoufles, je veux dire, dans un de ces établissements de centre-ville, plus tranquille, où la vie du froid vers le chaud, quoi. Oui, et surtout, et je dirais qu'à ce moment-là, ils se rangent, je dirais qu'ils se font digérer par le système. Et ce qui se passe, c'est qu'on a des jeunes profs, pas seulement des jeunes d'ailleurs, qui deviennent compétents pour ces populations qui requièrent vraiment des aptitudes pédagogiques exceptionnelles, et puis qui, au moment où ils atteignent leur niveau de compétence, zappent en quelque sorte, vers des secteurs où ces compétences ne sont pas exigées. C'est le monde à l'envers, et je crois qu'il faudrait parvenir à ce qu'il y ait une véritable réflexion sur quelle motivation avons-nous d'aller travailler dans tel ou tel secteur. Je crois que les professeurs, d'une façon générale, ceux que j'ai rencontrés, se plaignent de leur absence de mobilité. Et en même temps, ils ont peur qu'on touche au système
et qu'on déstabilise en quelque sorte ce qui les rassure. En même temps, cette évaluation des enseignants, elle est en question, vous en parlez, et vous dites en même temps qu'eux-mêmes réclament pourtant un regard sur leur travail et aussi de voir leurs efforts valorisés. Oui, je crois que les enseignants sont insécurisés par ce qui les sécurise et réciproquement. On se trouve dans un système qui est assez complexe. C'est-à-dire que quand les gens qui ne connaissent pas l'enseignement ou qui ne vont pas dans les établissements, qui voient ça d'un peu loin, se disent c'est quand même un statut extraordinaire, quoi. C'est vraiment formidable. Voilà des gens qui sont nommés à vie, qui sont payés tous les mois, qui ont un profil de carrière décrit d'avance, qui ne seront jamais chômeurs, comme les autres fonctionnaires bien sûr, et qui finalement sont extrêmement peu dépendants de leur chef d'établissement, qui a essentiellement le pouvoir de leur refuser de faire le marché le mercredi de 10 à 12, mais qui par ailleurs doit leur donner une note administrative totalement bidon sur des critères de ponctualité, assiduité, rayonnement. La notion de rayonnement fait beaucoup rire sous les préaux, et puis qui sont inspectés tous les 5 ans par quelqu'un qui passe pendant 1 heure. Bon, c'est-à-dire le degré de contrôle le plus dérisoire, le plus faible. Et donc ça veut dire qu'ils sont rois dans leur classe où ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et de loin, on peut voir ça comme ça et se dire finalement c'est une vie très enviable. Et de fait, c'est une vie assez enviable, je dirais, dans les zones tranquilles. Mais du jour où ça devient un peu difficile en classe, pour toutes sortes de raisons, soit parce qu'on est dans un secteur plus complexe socialement, soit parce qu'on est devant une classe qui est tout simplement plus difficile, soit parce qu'on rencontre des conflits, soit parce qu'on rencontre une difficulté pédagogique ou professionnelle, soudainement le roi est nu. Et nous sommes dans un système où la solitude de l'enseignant est extrême. Finalement, les principaux contacts qu'il y a entre enseignants se font dans un cadre disciplinaire, c'est-à-dire qu'entre profs d'espagnol ou entre profs de physique, on se parle et on échange un peu. En revanche, on ne s'épaule pas et on ne partage pas la difficulté. Quand les enseignants retournent sur eux-mêmes l'insatisfaction qu'ils éprouvent dans l'exercice de leur métier. Or, ce sont des gens qui sont moraux, qui ont le souci de bien faire, qui ont été des bons élèves, qui ont passé des concours difficiles et qui voudraient remplir la mission. Mais d'une certaine façon, la mission est postulée impossible à remplir. Soit parce que, si on considère par exemple la question des programmes, les programmes, c'est comme quand vous achetez une voiture, vous mettez la clé dans le trou et la voiture a déjà perdu de l'argent, a déjà perdu de la valeur. Les programmes, c'est pareil. Le premier jour de l'année, la première heure, la première seconde, vous êtes déjà en retard. Et vous savez que vous ne pourrez pas faire le programme et que finalement, et l'élève et le maître sont postulés inférieurs à la tâche. C'est encore plus vrai quand on est dans un établissement où se posent de très sérieuses et difficiles et lourdes questions d'orientation. Si vous êtes dans un lycée très privilégié du point de vue de la population scolaire, très homogène, les choses vont se passer assez gentiment. Si c'est plus complexe et plus mélangé, vous sortez des conseils de classe ou des conseils d'orientation avec tout de même un certain malaise. Et les 300 enseignants que j'ai longuement interrogés, c'était des entretiens non directifs qui duraient d'1 heure à 4 heures, qui pouvaient être très longs, m'ont beaucoup dit, surtout évidemment dans les zones difficiles et dans les établissements professionnels, à quel point ils éprouvaient un malaise devant l'orientation. Donc finalement, ce métier qui paraît très protégé, très statutaire, etc., il est aussi très exposé à l'incertitude et au fond à un déficit d'estime de soi. Et je crois que les enseignants se sentent à la fois victimes et coupables d'une sorte d'imposture, c'est-à-dire que le contrat de cette école qui devrait offrir les mêmes chances à tous, on sait très bien qu'elle ne peut pas le remplir dans les conditions actuelles, et ça les rend malheureux, et ils ont raison, ça prouve que ce sont des gens moraux, et en même temps, ils sont donc dans l'incapacité, je dirais, de mettre à plat leurs difficultés professionnelles. Je vais vous donner un exemple simple. Quand je ne suis pas écrivain, je suis éditeur aux éditions du Seuil, et l'édition, c'est un métier où on se trompe tout le temps. On croit que des livres vont vendre formidablement et ça ne vend pas. Heureusement, on se trompe aussi dans l'autre sens. Quelquefois, on pense que ça ne va pas marcher et ça marche. Mais par exemple, ma maison d'édition, toute glorieuse qu'elle est, a refusé le nom de la rose d'Umberto Eco en disant c'est un texte absolument formidable, d'une grande érudition, d'une belle culture, mais plein de pédanterie un peu complexe, et ça ne marchera pas. Ça a fait 350 000 exemplaires chez Grasset, et tout le monde sait que c'est un très beau livre. Bon, voilà. Donc on se trompe beaucoup. Mais on sait qu'on se trompe beaucoup. Et nous faisons, tous les 2 mois, une grande, longue séance où nous faisons notre bilan en disant nous nous sommes trompés, dans quelle proportion, pourquoi et comment. Et chacun y va le plus tranquillement du monde. Il est convenu, le patron se trompe, et chacun d'entre nous se trompe. Et c'est quelque chose qui est mis sur la table. Et ce que j'ai apprécié justement chez les enseignants de zones sensibles, c'est de les voir beaucoup plus légers, souvent professionnellement,
que des gens qui travaillent dans des secteurs apparemment plus protégés. Pourquoi ? Parce que quand ils ont une vraie difficulté, un vrai conflit, qu'ils ont le sentiment que ça n'avance pas, que les gosses ne progressent pas, ils n'hésitent pas à le mettre sur la table avec les autres. Et à dire là, vraiment, là je ne comprends plus, ils n'apprennent pas, je ne sais pas leur enseigner ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Et je crois que du jour où les enseignants travaillent collectivement, ce que j'ai pu observer à l'étranger, par exemple, le programme québécois, parce que tous les pays de l'OCDE ont leurs zones sensibles et des difficultés analogues aux nôtres, ben, ce sont des gens qui professionnellement sont mieux dans leurs bottes, qui sont plus assurés et qui trouvent qu'il est normal de ne pas avoir 20 sur 20, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc finalement, non, moi je crois que le statut des enseignants n'est pas un avantage, que c'est un inconvénient et que ça les insécurise. Alors, vous dites qu'il y a 3 verrous à faire sauter pour améliorer les choses. Le premier, vous l'avez cité, c'est celui de l'inaptitude, justement, des enseignants à travailler en commun. Le troisième, on a commencé à en parler, c'est celui de l'évaluation. Le premier que je cite, c'est ce que j'appelle la non-gestion des ressources humaines. La non-gestion des ressources humaines. Et je pense en particulier à l'encadrement. L'idée pour moi qu'on recrute des cadres dans l'éducation nationale, c'est-à-dire des gens qui vont devenir principaux ou proviseurs à vie, me paraît quelque chose d'inouï. C'est-à-dire quand on voit à quel point c'est une tâche très lourde et très difficile d'assurer l'encadrement d'un établissement scolaire, je pense qu'il faut absolument que cette mission soit évaluée d'abord et soit réversible. Je pense qu'il serait légitime qu'on donne aux chefs d'établissement plus de pouvoir, y compris de pouvoir pédagogique, dans leurs établissements. Parce que je pense que quand on négocie avec un pouvoir proche, on négocie mieux. Mais bien sûr, il faut aussi que ce soit un pouvoir légitime. Alors justement, et les principaux qui ont peur de leur ombre dans les zones sensibles, ça fait des catastrophes. Je voulais justement parler de ça, de l'évaluation des encadrants. Vous dites que les professeurs n'accepteront pas d'être blâmés ou récompensés par des gens qui ne méritent nullement leur estime, et ils auront raison. Pour l'heure, les critères de recrutement ne sont pas assez fiables. Et surtout, un chef d'établissement décevant court sur son air, ce qui est désastreux. Ou bien il est taillé pour la charge qui lui incombe, et il faut lui chercher le poste correspondant le mieux à son profil, ou bien ce n'est pas le cas, et plus encore que lorsqu'il s'agit d'un professeur, il est criminel de ne pas agir, de le laisser poursuivre en le sachant médiocre. De la même manière que le chef d'établissement devrait avoir au moins un pouvoir suspensif quand un enseignant est défaillant, absent, perturbé, de même un chef d'établissement qui n'est pas à la hauteur devrait être rapidement retiré du circuit. Les dégâts sont trop lourds. Oui, c'est ce que j'ai pensé après mon tour de France. Je pense qu'il ne faut pas du tout ni humilier ni maltraiter les gens. Je pense que ça n'est pas un échec, ça n'est pas une catastrophe de faire quelque chose très bien pendant 10 ans ou 12 ans et ensuite de ne pas le faire. Et je pense que la fonction publique est suffisamment vaste pour qu'on offre justement des mobilités de carrière. Il en est assez question en ce moment. Je crois que c'est une très bonne chose. Je continue de penser qu'on ne peut pas laisser proviseur principal ou proviseur adjoint, enfin dans ces fonctions qui sont très importantes, qui sont très compliquées, parce que c'est l'extérieur, c'est l'intérieur, il y a tout le poids de la hiérarchie, c'est une hiérarchie qui ne vous aide pas. Et je crois qu'il faut là des gens qui sont régulièrement évalués et qui vivent cette évaluation comme une procédure, tout ce qu'il y a de normal. C'est un peu comme si, je sais pas, si on ne vérifiait pas si les chirurgiens tremblent ou ne tremblent pas. Il y a quelque chose, je trouve qu'on n'a pas le droit à ça. Et je pense qu'à ce moment-là, si l'encadrement est légitime, il est aussi beaucoup mieux vécu et de façon beaucoup plus saine par les gens qui dépendent de cet encadrement. Quand je parle de pouvoir suspensif, alors ça c'est vraiment une observation de terrain pragmatique que j'ai mise dans mon livre parce que justement je suis incompétent et irresponsable. Je ne dépends d'aucune institution, je ne travaille pas pour le ministère, je ne défends pas une idéologie, et donc c'est juste un constat d'observation. J'ai vu dans pas mal de cas des gens qui ont un passage à vide. Ce sont des choses qui arrivent, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir, je ne sais pas, une crise d'alcoolisme, un chagrin d'amour, une dépression profonde, une maladie mentale, etc., et qui ne peuvent plus du tout assurer leur classe. Je pense par exemple à un professeur de philosophie que j'avais vu et qui insultait ses élèves. Je me souviens que chaque fois qu'une fille essayait vaguement de prendre la parole, il répondait « Taisez-vous, mademoiselle, vous n'êtes qu'un ventre ». Bon, ce monsieur n'allait pas bien dans sa tête. Et son proviseur a essayé à demander à l'inspection de venir, parce que le proviseur n'a pas le droit d'intervenir dans ce cas-là. Le professeur était là tous les jours en classe. Bon, les parents, bien sûr, ont fait savoir la chose, les élèves eux-mêmes, les délégués, etc. L'inspection générale a envoyé mollement quelqu'un longtemps après, plus 3 ou 4 semaines après, et un inspecteur est venu et a dit oui, finalement, monsieur Untel devrait plus clairement annoncer le plan de son cours, parce que ce monsieur a fait cette fois-là un cours assez classique et livresque. Bon, et puis ça a recommencé, mademoiselle, vous n'êtes qu'un ventre. Moi, je pense que dans ce cas-là, effectivement, le chef d'établissement doit avoir un pouvoir suspensif. Ce n'est pas un pouvoir de sanction, c'est interrompre tout de suite le lien entre le maître et les élèves.
c'est meilleur pour tout le monde. C'est meilleur pour les élèves, bien sûr, mais c'est meilleur aussi pour le maître, parce qu'un professeur qui s'enferme dans une situation aussi paradoxale, bon, c'est pas tous les jours non plus que ça arrive, hein, après ne peut plus se sortir de là. Et je crois que c'est effectivement un pouvoir qu'il faudrait donner au chef d'établissement, de calmer le jeu rapidement, on met les choses à plat, puis ensuite on essaie de comprendre, d'analyser si les gens ont besoin d'un soutien, d'une aide, toutes choses qui peuvent arriver dans n'importe quelle profession. Alors on va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, qui est ce choix quand même assez fondamental qui se pose à nous aujourd'hui, parce qu'on l'a dit, le tri s'opère quand même majoritairement aujourd'hui sur des critères sexistes, ethniques et sociaux. Et si on veut améliorer le système... J'ai pas dit ça. Hein. Non, mais j'ai pas dit que c'est rapidement. J'ai pas dit que le tri s'opère sur ces critères-là. Le tri s'opère sur des critères qui sont des critères scolaires, mais d'une façon non maîtrisée et non consciente, on retrouve tout de même à l'autre bout de la chaîne à peu près les mêmes populations aux mêmes endroits. Donc les carrières, disons, des enfants de pauvres ne sont pas les mêmes que les carrières des autres. Et c'est un problème de société que nous avons. Mais non, le tri est plus complexe que ça quand même. Hein. Alors il faut sans doute, vous le disiez tout à l'heure, tolérer un peu de mixité sociale. Et vous posez la question dans ce livre, et je voudrais citer ce passage. Et vous dites, les chercheurs ont démontré ceci qui résume tout, je vais vous citer. Si vous formez une classe homogène ne comprenant que des bons élèves et si vous réunissez les autres dans une section distincte, les scores des bons élèves seront excellents et ceux des autres seront médiocres. Si vous formez une classe hétérogène brassant les bons élèves et les autres, les scores des bons élèves seront très bons, quoique légèrement inférieurs à ce qu'ils auraient été dans le cas de figure précédent. En revanche, ceux des autres élèves seront considérablement améliorés. Le choix, ce qu'on appelle à l'emporte-pièce le débat sur le collège unique, est là. Les parents d'élèves brillants et ou privilégiés sont-ils prêts à échanger un très faible déficit de performance pour leur enfant contre un très net gain de performance pour les enfants moins bien lotis? Et les professeurs de ces élèves sont-ils prêts à accepter pour le gain du plus grand nombre et des plus faibles un inconfort supérieur, la nécessité d'acquérir des savoirs pédagogiques qui, pour la plupart, leur échappent, ainsi qu'une organisation du travail adaptée? C'est la question centrale, sans doute, du livre, mais ce choix, qui doit le faire aujourd'hui? Est-ce que ce sont nous les parents qui sont devenus de plus en plus des consommateurs d'école, dites-vous d'ailleurs? Est-ce que c'est au ministère? Sans doute pas. J'allais dire on peut lancer un débat, mais il y en a eu un récemment et c'est sans doute pas la réponse qu'il va apporter. Comment aller plus loin et répondre à cette question-là? Alors allons-y étape par étape, parce que là vous posez une question qui n'est pas légère du tout. Je dirais d'abord que c'est l'affaire de tous les citoyens et que c'est l'affaire des parents. J'observe d'ailleurs que les grandes fédérations de parents d'élèves actuellement s'interrogent très sérieusement sur les problèmes de la mixité sociale. C'est-à-dire qu'il y a une réflexion civique et pas simplement consumériste chez les représentants des parents actuellement, et je trouve que c'est important et positif. Donc effectivement, nous avons cette question à nous poser. Par exemple, moi j'ai fait le choix d'inscrire mes enfants à l'école du coin. Qui n'était pas non plus la plus tragique, la plus difficile, mais c'était pas non plus la plus favorisée. Et je pense qu'il n'est pas mauvais pour les enfants de se frotter à des enfants d'autres milieux sociaux, que ça leur apprend des choses, des enfants d'autres cultures. Et j'ai été par exemple extrêmement choqué de voir justement à quel point quand je vais en banlieue, il y a des enfants de toutes les couleurs, et puis d'un seul coup je rentre à Paris et je vois des enfants tous blancs. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, où j'ai vu aussi que les profs, ils sont presque tous blancs. Pourquoi? Parce que les profs, ce sont des gens qui ont fait des bonnes études, qui sont des bons élèves, qui ont fait des études supérieures, donc ils sont blancs, majoritairement. J'en ai trouvé, Dieu merci, quelques-uns qui sont blacks, qui sont beurs, etc., qui sont asiatiques. Mais c'est quelque chose qui me choque, parce que quand je vais en Angleterre, quand je vais en Hollande, quand je vais aux États-Unis, tout de même, ça n'est pas comme ça. On a un problème là-dessus. Alors je crois qu'il y a d'abord une réflexion de citoyen à avoir. Il faut que nous fassions un choix, je pense, un choix de fond, un choix clair, qui est, voulons-nous tenter une école démocratique, et je pense qu'il n'y a pas à choisir entre la performance et la démocratie. Je pense qu'une école plus juste est une école plus performante. Est-ce que nous voulons tenter une école démocratique ou est-ce que nous nous contenterons d'une méritocratie qui garde entre eux les enfants de milieux relativement favorisés? Nous sommes actuellement sur cette pente-là, avec des laissés pour compte en arrière qui sont nombreux et qui sont en grande difficulté. Ça n'est pas un débat que nous avons simplement en France. C'est un débat qu'ont tous les pays développés. Les Américains ont actuellement exactement la même discussion. Le programme que le président Bush avait présenté à l'orée de son premier mandat, No Child Left Behind, c'était pas un seul gosse en retard sur la route. On est loin du compte actuellement, mais ils ont nommé la question. Et il y a des États américains où des efforts intéressants ont été faits. Même chose au Canada. C'est une question que nous avons
comme citoyen, je pense, d'abord à prendre en charge. Ensuite, c'est un problème qui doit être posé, je crois, aux professionnels de l'éducation, pas simplement les enseignants, mais l'encadrement des établissements, les élus qui investissent, qui prennent en charge de façon très importante ces établissements, savoir comment on veut que ça tourne. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il ne suffit pas de donner 2 ou 3 heures de soutien à des élèves en difficulté pour que ces élèves soient mis à niveau. Il faut avoir un autre système d'enseignement. On ne peut pas prendre des élèves de Clichy-sous-Bois, si vous voulez, et leur donner le programme des élèves du petit lycée Montaigne. Ça ne peut pas marcher, c'est pas possible. Il suffit de s'asseoir dans le fond d'une classe, comme je l'ai fait pendant quelques semaines, pour voir que c'est impossible, que ça ne peut pas marcher. Nous demandons, nos enfants actuellement sont totalement gavés. Et ils sont vraiment gavés d'une sorte de millefeuille incohérent de disciplines empilées, dont les lobbies se battent entre eux pour tirer plus d'heures, mais dont la cohérence n'est pas pensée. Et nous demandons à nos enfants d'inventer la cohérence de quelque chose que les adultes n'ont pas pu trouver. Quand vous vous asseyez dans le fond de la classe, ce que vous voyez, c'est que d'abord il y a un cours d'allemand de 8 à 9. Bon, et un professeur arrive, fait son cours d'allemand, très bien. Et puis ensuite, il y a un prof de maths qui, de 9 à 11, va donner un exercice sur table. Et ensuite vient le prof d'histoire qui ne sait pas qu'il y a eu un exercice sur table avant. Et chacun de ces maîtres est dans la logique de son propre emploi du temps. Et les élèves doivent, eux, jongler avec ce kaléidoscope et relier entre elles des choses qui sont fort dissemblables. Alors, c'est possible pour des élèves qui sont culturellement à niveau, qui sont assez brillants et qui sont assez déliés, qui sont dans une sorte de connivence culturelle avec le maître. Pour des élèves qui sont dans un milieu culturellement défavorisé, voire dans un milieu carrément autre, enfin, sur une autre planète, il faut savoir ce qu'est la vie des enfants qui vivent dans les tours, où ils sont à 14 dans 2 pièces. Bon. C'est évidemment un exercice qui ne peut pas être réussi. De toute façon, ils savent très bien que l'école, ça n'est pas pour eux. Et à ce moment-là, il faut organiser effectivement l'école autrement. Ça veut dire qu'il faut fonctionner tout à fait autrement, il faut penser l'unité de la classe comme tout autre, il faut fonctionner avec d'autres méthodes. J'ai beaucoup admiré, par exemple, le travail de certains maîtres de collège qui réussissaient à faire fonctionner une classe en groupe, en 4 groupes. Pour le visiteur, c'est pas très facile, parce que le show du prof principal sur l'estrade, vous pouvez très facilement vous faire une opinion. En revanche, vous avez une classe divisée en 4 groupes qui font des choses différentes, et où ceux qui ont déjà eu 17 ne font pas une correction de devoir qui ne leur apprendrait rien puisqu'ils ont eu 17, pendant que d'autres font cela, avec un maître ou des maîtres, parce que c'est quelquefois des classes qui sont gérées à 2 ou à 3, qui savent extrêmement bien où en est chacun. C'est quelque chose de très impressionnant et qui donne des résultats positifs. Mais pour ça, il faut, je dirais, un investissement professionnel spécifique et considérable. Il faut toucher à ce moment-là à l'obligation de service des enseignants. Il faut toucher à la logique des programmes. Il faut toucher au découpage disciplinaire. Il faut avoir d'autres procédures d'évaluation. C'est très exactement ce que font les pays qui actuellement progressent sur ce terrain-là, qui sont grosso modo les pays que j'ai cités tout à l'heure. Il faut qu'au moins une part de notre système fonctionne de cette manière-là. Si nous ne faisons pas ce choix-là, nous n'aurons pas les résultats qui vont avec. Alors, je pense que là, il y a un choix à faire qui est un choix professionnel, et je pense surtout aux 145 000 jeunes enseignants qu'il va falloir recruter d'ici 2011. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être inscrit dans le contrat probable de ceux qui les attend, et qui peut être en même temps très stimulant et très intéressant. Quand vous avez des très bons pédagogues devant des élèves en difficulté et que ça marche, il y a quelque chose de magique, d'assez formidable qui se produit. Il faut que faut se défaire, je crois, d'une représentation de la pédagogie qui serait d'une espèce de numéro de séduction, fascination. Vous savez, le cercle des poètes disparus, je saute sur la table, je déchire le manuel, et je fais des claquettes, et les élèves basculent fascinés dans mes bras, etc. Bon, ça, je crois que c'est pas du tout ça la pédagogie. La pédagogie, c'est de trouver la bonne distance par rapport à l'élève, de faire en sorte que, justement, on soit capable non seulement de faire cours avec des élèves qui se tiennent tranquilles jusqu'à la fin du cours, mais de savoir ce que l'élève a acquis, quel savoir il a acquis pendant cette heure, et ce qu'il a acquis durablement, quelles connaissances et quelles compétences. C'est un sacré travail que de parvenir à cela, et je crois que de ce point de vue-là, nous sommes en France sous-développés, pédagogiquement sous-développés. Donc je crois que là, il y a une interrogation professionnelle, comme tous les corps de métier. Je pense que le monde enseignant est en mutation professionnelle,
Moi j'ai changé, je veux dire, l'édition ça a changé, les banquiers, les gens qui travaillent dans les banques, ils ont changé, les gens qui travaillent dans les mines, ils ont changé, etc. L'école, je pense qu'il faut qu'elle change. Et puis troisièmement, il y a le problème du politique. Vous avez raison, c'est-à-dire que c'est tout de même les décideurs, ce sont les politiques. Alors le problème, c'est que le temps du politique n'est jamais le temps de la société. Les politiques travaillent à temps court, ils ont des échéances qui sont des échéances électorales, et c'est bien légitime, ils sont renvoyés devant les électeurs très régulièrement, et donc ils ont un temps extrêmement bref pour s'emparer d'un dossier extrêmement touffu. Pour donner un exemple, quelque chose qui n'a pas changé depuis 20 ans, c'est le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale. Rothman et moi en avions fait une sorte de radiographie il y a 20 ans, on a retrouvé, à une exception près, les mêmes directions qui sont organisées, qui sont d'ailleurs tenues par des gens compétents, qui connaissent extrêmement bien les dossiers, dont certains, et je dirais probablement la plupart, ont un sens aigu du service public, je dirais du bien public, et parlent souvent la même langue, mais qui fédère ces directions entre elles, c'est le politique, c'est le ministre et son cabinet, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas compétent, qui arrive, qui prend en charge un dossier qui est extrêmement lourd et complexe, et avec un cabinet qui va conseiller le ministre et qui peut être compétent, mais qui de toute façon va fonctionner sur un timing qui est tout autre. Chaque fois qu'une réforme a fonctionné, c'est une réforme qui s'est faite sur la durée et qui a traversé les alternances. Par exemple, l'extraordinaire conversion de l'enseignement professionnel, pourquoi est-ce qu'elle a marché? Je dirais probablement parce que l'enseignement professionnel n'est pas ce qui passionne les essayistes mondains et les gens qui généralement débattent de l'école, qui n'y envoient pas leurs gosses. Donc du coup, il y a eu des gens comme Christian Belac, sous Giscard d'Estaing, qui s'est passionné pour la formation professionnelle et qui a fait un très bon travail comme ministre, et qui mettait sa passion dans son poste de ministre de l'Éducation, pour qui ça n'était pas simplement une étape de sa carrière politique. Quelqu'un comme Savary, je pense, a relayé ce qu'avait fait Belac, et ainsi de suite. C'est passé de ministre en ministre jusqu'à la création du bac pro, et on voit que finalement, ce secteur-là, oui, il a bougé, c'est possible. L'éducation nationale n'est pas un paquebot qui court sur son air de façon sans qu'il soit jamais possible d'infléchir cette course. Quand la nation met le paquet, par exemple, quand on a décidé d'augmenter le nombre de bacheliers en France, ça a marché. Les familles ont joué le jeu, les politiques ont joué le jeu, les professeurs ont joué le jeu, et les gosses ont joué le jeu. Et finalement, on a doublé le nombre de bacheliers en France. Maintenant, nous plafonnons. Nous sommes actuellement, je dirais, en déficit de volonté commune, parce que nous n'avons pas arrêté sur le fond nos choix. Et ça, c'est quelque chose de difficile pour tout le monde, parce que c'est de la réforme lourde, c'est difficile pour les familles, c'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les ministres, et c'est difficile pour les professionnels. C'est vrai que c'est un choix très très lourd, un peu comme les problèmes que nous pouvons nous poser à l'hôpital ou dans des secteurs de cette nature. Enfin, le choix commence par nous, visiblement, d'après vous avez commencé par ça, et c'est vrai que c'est quand même un choix citoyen. Je ne vois pas pourquoi on refilerait la nécessité du courage toujours aux autres. Je pense que c'est très bien de demander aux ministres d'être courageux, c'est très bien de demander aux professeurs d'être courageux. Je pense qu'il faut que les citoyens soient aussi eux-mêmes courageux sur ce genre de dossier, oui. Alors, juste quelques idées rapidement, quelques idées reçues que vous battez en brèche. La première, c'est celle du manque de moyens, qui est toujours mise en avant. 65 milliards d'euros pour l'éducation nationale, 23% des dépenses publiques. Aujourd'hui, c'est le premier budget de l'État. Augmentation permanente de ce budget malgré la baisse du nombre d'élèves. Où est le problème? Le problème n'est pas l'enveloppe. Oui, le problème, il n'est pas l'enveloppe, c'est que quand j'ai fait mon dernier livre il y a 20 ans, l'éducation représentait 16% de part de budget. Maintenant, c'est 23%. Nous avons fourni, enfin nous, le nous, c'est d'abord le contribuable, nous avons souqué dur et mis de l'argent là-dessus. Donc actuellement, je ne crois pas qu'on puisse dire que l'école manque d'argent. Quand on se promène dans les établissements scolaires aujourd'hui, comme je l'ai fait, on est plutôt épaté, je dirais, par la mutation à vue qui s'est opérée. Beaucoup, il est vrai, grâce à la décentralisation, dont personnellement je ne dirais jamais assez de bien. Donc, pour avoir vu de mes yeux ce que ça produit. Maintenant, la façon dont ces moyens sont gérés et attribués, ça c'est une autre affaire. Je crois effectivement que le mode de gestion des personnels dans l'éducation, c'est quelque chose qui ne peut pas durer comme ça. Je pense que le redoublement à tous les étages, c'est la manière la plus inefficace, mais aussi la plus coûteuse de prendre en charge les élèves en difficulté. Et que nous avons à réfléchir au bon usage de l'enveloppe globale qui nous est donnée. C'est quand même paradoxal que nous soyons dans les 5 pays au monde qui investissent le plus sur l'éducation, mais que nous ne soyons qu'au niveau moyen plus du point de vue des performances, et que nous ayons à chaque rentrée des problèmes de maîtres qui manquent ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette institution est très évidemment
sous-encadré et suradministré, si vous voulez. C'est quelque chose que l'on peut constater à peu près à tous les étages. Et nous avons, là aussi, une réflexion à avoir, je dirais, collectivement, sur la définition de nos priorités. Les ZEP dont vous parliez, c'est un bon exemple. C'est-à-dire les ZEP, c'est une sorte de saupoudrage palliatif des problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'on achète de la paix sociale en distribuant de l'argent et en évaluant mal les résultats exacts de l'argent qu'on a distribué. Tous les pays qui se sont posés sérieusement cette question ont fini par travailler de la façon suivante, c'est-à-dire une identification précise de l'urgence, en disant, sur tel secteur, nous sommes dans l'extrême urgence. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a pris les enfants par paquet de 10. On a formé, on a mis en formation, des professeurs volontaires, bien sûr, pour 2 ou 3 ans, pour qu'ils soient à niveau, pour s'occuper de ces enfants-là. On a vraiment mis le paquet là où il y avait de l'extrême urgence. Mais du même coup, c'est vrai qu'on a retiré à côté. En France, nous sommes par exemple le pays au monde qui a le plus d'options. Ça coûte extrêmement cher. Nous avons un nombre considérable de classes avec 5 élèves ou 6 clients. Bon, c'est quelque chose qui ne peut pas indéfiniment durer. Là, on se paye. Il y a un moment où il faudra bien se dire que l'enveloppe ne peut pas gonfler indéfiniment. Donc je pense qu'il est totalement légitime que les parents, les personnels, etc., demandent que ça tourne, demandent de l'argent, demandent des budgets, mais le fond du problème est tout de même l'affectation de ce budget. Oui, et puis vous dites, ça c'est la revendication classique de rentrée, c'est il manque toujours des postes, on manque de profs. Mais c'est vrai en plus. Oui, mais il y a des chiffres incroyables. Vous dites, sait-on que l'administration centrale évalue de 2000 à 4000, et vous précisez entre parenthèses l'amplitude même de l'évaluation de la songeur, les enseignants qui ne travaillent pas ou qui travaillent moins de 6% de leur temps statutaire. Sait-on que la multiplication des formations excessivement pointues dans les lycées professionnels amène certains professeurs, vous le disiez, à n'avoir devant eux que 4 ou 5 élèves? Oui, dans les lycées professionnels, on estime qu'il y a à peu près 2000 professeurs qui n'ont quasiment plus d'élèves. Et dans les filières techno, ça monte à 800. Nous avons une multiplication des options et des formations trop pointues. Le choix qui a été celui d'à peu près tous les pays de l'OCDE est de donner dans l'enseignement professionnel des formations sur des corps de métier, mais de ne pas entrer sur des spécialisations trop pointues qui se font après. Et nous avons, de ce point de vue-là, un gaspillage assez considérable. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut choisir où nous mettons nos sous. C'est vraiment le problème que tout le monde peut rencontrer. Mais la difficulté, elle est de se mettre d'accord sur le choix. Or, ce qui me tracasse, c'est que nous venons d'avoir un débat national, par exemple. Bonne idée. Je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un grand débat, petit ou grand, enfin d'avoir un débat sur les questions d'éducation. Je pense que c'est d'abord passionnant. Je ne vois pas ce qui est plus passionnant que l'instruction, l'éducation des enfants. Qu'en est-il ressorti? C'est bien qu'on en parle, ouais. Mais en même temps, j'observe que sitôt on a suivi une démarche qui était assez originale en France, c'est-à-dire qu'on a demandé d'avoir un débat national, et puis ensuite, alors il y a des gens qui ont dit de toute façon ça ne sert à rien, etc., donc j'y vais pas, mais d'autres y sont allés et ont discuté, et puis une commission s'est formée, qui n'était pas seulement une commission de technocrates ou d'experts, mais de gens pas d'accord entre eux, qui ont des expériences très différentes. Certains sont des enseignants, certains sont des gens d'entreprise, certains sont à gauche, certains sont à droite. Ils ont travaillé ensemble, ils ont rendu un corps de propositions qui n'était pas à prendre en bloc, mais qui était quand même digne d'intérêt. Bon, je dirais qu'en gros, la veille de la remise du rapport Tello, le ministre avait déjà dit qu'il s'en servirait le moins possible. Donc pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas, dont je ne suis pas exactement la cohérence. Si la situation ne bouge pas, on dit que c'est notamment à cause de la lenteur du système. On parle aussi, et on n'en a pas parlé, des syndicats, dont on dit qu'ils ne sont absolument pas ouverts au changement. Mais vous dites qu'il y a une vraie désaffection aujourd'hui des enseignants pour les syndicats. Est-ce que cette désaffection est préoccupante? Oui, je m'attendais à trouver des jeunes professeurs, évidemment moins syndiqués qu'il y a 20 ans, parce que c'est un phénomène général de la société, c'est un phénomène de désyndicalisation. Je ne vois pas pourquoi il épargnerait le monde enseignant. Donc j'ai effectivement vérifié cela. Ce qui m'a frappé, c'était pas ça, c'était de trouver pas mal de ces jeunes interlocuteurs agressifs vis-à-vis, je dirais, du fait syndical lui-même, mais de façon très, très négative. Et ça, je ne m'y attendais pas, ça m'a un peu surpris. Et en gros, ils assimilent dans leur discours, dans les entretiens, ou aussi dans les conversations plus générales. J'ai aussi fait quelquefois des groupes un peu de travail thématique, hein, et ça revenait toujours à peu près de la même façon. L'idée que c'était au fond des... On va sauter là, c'est pas ici. Si, c'est là. Ah bah oui, il y a un réveil devant nous, qui fait office de montre, c'est très bien. Voilà. Ça doit être l'heure, sans doute. Je crois que nous sommes en danger. Mais, bon,
ça sera formidable de mourir ensemble. Et ça va être l'heure de se coucher, même peut-être, donc on va s'arrêter tout de suite. Enfin, je suis prévenu qu'il faut que je fasse court. Ce n'est pas volontaire. Et donc, je l'ai trouvé très agressif vis-à-vis des boutiques syndicales qui décrivaient comme des boutiques politiques et très négatives. Alors, moi, ça me préoccupe. D'abord parce que je pense que l'association syndicale est quelque chose qui peut être noble et très utile. Moi, je suis quelqu'un de syndiqué, par exemple. Mais on a changé de monde, de ce point de vue-là. La dernière fois, pour le dernier livre que j'ai fait, il y a 20 ans, il existait encore la FEN, la Fédération de l'Éducation nationale, qui était au fond la famille. Alors, comme c'était une grande famille, et comme beaucoup de grandes familles, elle abritait beaucoup de contentieux, rivalités, aigreurs, guerres de tendance, enfin, etc. Bon, on sait que plus les familles sont nombreuses, plus les inimitiés qui couvent sont fortes. Mais néanmoins, c'était la famille, avec une vie associative très forte autour. Je veux dire qu'on s'assurait prof pour la voiture, on allait dans des campings profs, on achetait des meubles profs, enfin, etc. Il y avait tout un petit univers que Patrick et moi avions décrit en nous amusant bien, je dois dire, il y a 20 ans. Et puis tout ça, c'est délité. Et on peut dire, bon, c'est formidable, c'est délité, alors ça veut dire qu'on se met à jour et qu'on est moderne. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème d'identité professionnelle partagée pour les très nombreux membres du corps enseignant. Et je me demande ce qui aujourd'hui relie un jeune prof qui enseigne à Creil ou au Petit Quevilly, et puis quelqu'un qui se trouve au lycée Hoche à Versailles. Je pense qu'il y a là un vrai problème de lien transversal, un peu comme dans les banlieues. Je dirais que j'ai du mal à trouver du lien transversal entre les gens. Je ne trouve plus que le foot et le collège, quoi. Je dirais qu'entre enseignants, aujourd'hui, à part une espèce de minimum syndical, de plus grand commun dénominateur, qui ne nous embêtait pas trop, ne réduisait pas nos vacances, des choses comme ça, mais qui n'exprime pas bien les enseignants. Quand on discute avec eux un par un, ils sont beaucoup plus nuancés que ça. Je me rappelle qu'en pleine grève sur les retraites, dans la rue, c'était non à la réforme Fillon. Et puis quand je discutais avec les enseignants un par un, à cette même époque, avec mon magnétophone, je disais, bon, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que le régime de répartition est en danger? Ils disaient oui, c'est un vrai problème. Est-ce que vous êtes attaché à la répartition? Ils disaient oui. Est-ce que vous pensez que du coup, il faut effectivement prendre un certain nombre de mesures? Ils disaient oui, mais pas tout à fait comme ça nous est tombé trop dessus. Mais en gros, je trouvais que j'obtenais dans les entretiens individuels une attitude nuancée et, à mon avis, assez ouverte à la réforme, alors que l'affichage était autre. Et je crois que le monde enseignant actuellement est assez mal exprimé par sa représentation syndicale qui est fortement minoritaire. Comme toujours, quand le syndicalisme est faible, il n'est pas innovant. Et donc, il court après sa clientèle, si vous voulez. Et à partir du moment où il court après sa clientèle, il va s'exprimer à travers ce qu'il s'imagine être le plus grand commun dénominateur du monde enseignant, c'est-à-dire finalement la défense du statu quo. Puisqu'il y a des syndicats quand même qu'on connaît peu aujourd'hui, qui émergent et qui peuvent éventuellement être oui, tout à fait. porteurs plus de changements. Mais même, je veux dire, par exemple, le SNES, qui est quand même dans le second degré le syndical le plus représentatif, qui apparaît aussi comme extrêmement corporatiste, et pour les gens qui ne le connaissent pas, monolithique. Si vous allez dans les établissements, et si vous allez même dans les instances du SNES, je connais bien ces responsables nationaux, les gens sont très différents, ils sont très variés, ils ont des analyses beaucoup plus nuancées, ils ne sont pas d'accord entre eux. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde vissé, bouclé, qui est inaccessible. Le problème, c'est que il est tout de même extrêmement défensif. Les enseignants pensent qu'on ne les aime pas, ce qui n'est pas vrai. Toutes les enquêtes montrent que les élèves ont plutôt une bonne opinion d'eux, que les familles, contrairement à ce qu'ils imaginent eux-mêmes, ont plutôt une bonne opinion d'eux aussi. Donc finalement, ils ont une image sociale bien meilleure qu'ils ne le pensent. J'ai retrouvé là un peu, quand j'ai travaillé sur les médecins il y a une douzaine d'années, la même chose. Les enseignants disaient aujourd'hui les gens nous crachent dessus, etc. Mais c'est pas vrai, les enquêtes sur les médecins montrent que les gens ont une bonne opinion des médecins. Et je crois que les enseignants ne sont pas en perte de pouvoir social si fort qu'ils le croient. Ils ont un extraordinaire, un formidable pouvoir social. Ce qui leur manque probablement aujourd'hui, c'est effectivement ce fil conducteur de la définition d'une identité professionnelle. Et je pense que c'est en assumant cette mutation professionnelle qu'il va bien falloir assumer que ça peut se retrouver. Sinon, on aura un conglomérat d'intérêts différents ou de gens qui se font simplement leur petit itinéraire personnel. Or, c'est un métier qui est un beau métier. Pourquoi? Parce qu'il repose sur une communauté de mission. C'est ce qui fait que ce métier est exceptionnel, enfin, à mon avis.
Vous avez enseigné la philo pendant 5 ans, c'était il y a combien de temps? Oh, il y a prescription. Je suis devenu professeur de philosophie en septembre 1968, c'était une sacrée cuvée, et j'avais exactement l'âge de mes élèves. Et donc, je ne peux pas dire que ça m'a paru extrêmement compliqué. J'ai eu beaucoup moins de problèmes pédagogiques que la plupart des maîtres que j'ai rencontrés cette fois-ci. Au demeurant, c'est une activité. Justement, est-ce que ça m'avait beaucoup plu. Moi, j'ai démissionné parce que je Ouais. voulais absolument partir vers l'écriture et l'édition, et j'ai eu l'occasion de le faire. Mais aujourd'hui, est-ce que vous seriez heureux dans l'école d'aujourd'hui? Moi, je pense que oui. J'aurais du goût à enseigner, mais j'enseignerais dans un endroit difficile. Très certainement. Je pense que je n'aimerais pas enseigner dans un lycée moyen de centre-ville, de ville moyenne. Je pense que comme beaucoup des maîtres que j'ai rencontrés, moi j'ai 58 ans, beaucoup expriment une sorte de lassitude, et en particulier quand ils arrivent à la fin de la quarantaine. Ils arrivent 48, 49, 50 ans, ils sont au dernier échelon, ils ont 40 sur 40 de notes administratives, et en gros la carrière est faite, et ils n'ont plus qu'à se laisser couler sur la pompe. Personne n'a envie de vivre comme ça, ils ont raison. Mais en même temps, ils s'y accrochent. Et il va falloir choisir ça. Mais moi, j'ai trop changé dans ma vie. Bon, avant ce livre-là, j'étais sur un remorqueur de sauvetage. Donc, mais je pense qu'il faut absolument permettre aux enseignants qui le demandent, qui le souhaitent, de sortir, de bifurquer, de revenir, etc. D'avoir des carrières qui ne sont pas 40 ans linéaires, dans les mêmes conditions, etc. Je pense que ça n'est pas bon. Bon, j'ai encore beaucoup d'autres questions à vous poser. Il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées, mais je voudrais quand même aussi laisser la parole un peu à la salle, qui en a sans doute, enseignants ou non d'ailleurs. C'est le moment si vous avez des questions. On n'a pas parlé de l'illettrisme, on n'a pas parlé de la violence. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on pourrait aborder. Est-ce que vous avez des questions? Non. Si, vous avez des questions. Forcément, de toute façon. C'est impossible sur un sujet comme ça de ne pas en avoir. Vous avez parlé des classes élitistes. Où êtes-vous, madame? Pardonnez-moi. Là. Ah, pardon. D'accord, merci. Vous avez parlé des classes élitistes, mais j'ai lu que l'Éducation nationale avait du mal à intégrer les enfants précoces. Alors, quelle est la difficulté? Oui, c'est un dossier que je ne connais pas bien, je vais répondre franchement, parce que c'est si vous voulez, statistiquement une question qui est réelle, mais statistiquement marginale, c'est-à-dire qui concerne une assez faible population. Il est vrai qu'en gros, notre système accueille mal et prend mal en charge les enfants qui ne passent pas au gabarit dans un sens ou dans un autre. Que ce soit un enfant qui bascule vers l'illettrisme ou que ce soit un enfant qui est beaucoup plus rapide que les autres, d'une certaine façon, il est handicapé dans notre système. Je dirais même que le sort réservé aux handicapés à l'intérieur de l'institution de l'éducation nationale, je dirais, est une sorte de test de la manière dont elle fonctionne pour les autres. Dans la plupart des pays du monde, si vous allez au Japon, si vous allez aux États-Unis, si vous allez en Hollande, etc., les handicapés sont à l'école. L'école est aménagée pour qu'ils soient là. Mais pas en France. On les met à côté. Et je pense que d'une certaine façon, il y a bien sûr ce dont on parlait, c'est-à-dire les grands handicaps sociaux, mais il y a des enfants qui ne sont pas du tout handicapés sociaux, qui sont tout simplement un peu différents, qui ont... moi, j'étais un peu comme ça, je dois dire franchement. J'aimais beaucoup l'instruction, mais j'avais un peu de mal à me plier à l'école. Et bon, j'ai pu faire mon chemin quand même, parce que je crois que j'ai eu des professeurs qui me protégeaient d'une certaine façon. Mais c'est vrai que l'enfant qui est un peu en retard, comme on dit, ou l'enfant qui est un peu en avance, il est victime dans notre système. C'est-à-dire qu'on lui demande de s'adapter au système. Le système n'est pas assez souple pour l'accueillir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a eu une réforme, par exemple, je vais faire quelque chose que je ne devrais pas faire, c'est parler du premier degré, sur lequel je ne suis pas compétent. Mais tout de même, il y a eu une réforme formidable et très intéressante dans sa réflexion et sa pensée, c'est les cycles dans l'enseignement primaire. C'est l'idée d'avoir un système qui s'adapte réellement au rythme de l'enfant. On s'aperçoit que dans la majorité des cas, cette réforme n'a pas été mise réellement en pratique, parce que notre institution a trop de mal à admettre l'idée qu'on ne doit pas avoir fatalement la coïncidence d'un âge et d'un apprentissage. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais je ne connais pas assez la situation de ces enfants-là, je n'en ai pas rencontré assez pour, je crois, pouvoir en dire plus. D'autres questions? Pas trop de monde surtout.
ne croyez pas que la cohésion sociale autour de l'école, comme enjeu majeur de société, se délite essentiellement parce que l'ascenseur social ne fonctionne plus? Oui, c'est une bonne question. En ce qui me concerne, je ne dirais pas que l'ascenseur social ne fonctionne plus. Je l'entends beaucoup dans les rencontres auxquelles je participe. Il ne fonctionne plus comme il a pu fonctionner autrefois. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de débat, je vais vous parler de mon père. Mon père était programmé pour ne pas faire d'études supérieures. Il était pauvre, il était orphelin, et donc normalement, je dirais, la probabilité qu'il fasse des études supérieures, qu'il se retrouve avec une licence, etc., c'était inimaginable. Or, il a fait des études supérieures, parce qu'il était dans la petite minorité qui, je dirais, à chaque moment, à chaque fois qu'il devait être éjecté du système, un instituteur, puis ensuite un professeur, l'a rattrapé à chaque fois par la veste en lui disant voilà, tu peux passer les bourses, etc. et ça arrivera. Alors ça fonctionnait pour un petit nombre d'élèves, mais ça a fonctionné et ça a permis de retrouver par exemple des élèves de l'école normale supérieure qui étaient d'origine extrêmement modeste. Alors ça existe et ça n'est plus vraiment cela qui fonctionne aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est des enfants de milieu modeste qui bénéficient d'un véritable ascenseur social pour parvenir beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'école des années 50, elle formait très peu d'enfants en les emmenant, enfin très peu d'enfants, il y a très peu d'enfants qui parvenaient à un niveau de qualification ambitieux. Aujourd'hui, nous faisons beaucoup mieux. C'est-à-dire que tout de même, quand on va dans les lycées de mécanique automobile de Marseille, je trouve des enfants des quartiers nord qui finalement font un BTS. Bon, ça, c'est tout de même de l'ascenseur social. Et le fait que nous ayons doublé notre nombre de bacheliers, c'est de l'ascenseur social. Le fait qu'il y ait moins de sorties sans qualification, c'est de l'ascenseur social. Ce qui est vrai, c'est que parallèlement à cette démocratisation relative, une sorte de résistance s'est instaurée dans les secteurs d'excellence contre la porosité, contre l'accès finalement de plus pauvres ou de différents ou de gens qui viennent du monde extérieur. Et c'est vrai qu'on s'est constitué à ce moment-là, je dirais, en ghetto riche. Et que ça n'est pas un hasard si nous avons aujourd'hui moins d'enfants de milieu modeste dans les très hautes écoles qu'il n'y en avait au lendemain de la Libération. Au lendemain de la Libération, par le jeu des bourses, par ce jeu de contournement très minoritaire dont je parlais tout à l'heure, il n'était pas inimaginable d'arriver à Polytechnique en étant au départ fils de mineur. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus difficile de trouver cela, mais en revanche, on trouvera plus de fils de mineurs, enfin d'équivalents, il y a malheureusement peu de mineurs aujourd'hui, ingénieurs. Donc je ne crois pas, moi, que l'ascenseur social soit en panne, je dirais qu'il fonctionne mal, par saccade, de façon souvent décevante, qu'on pourrait faire mieux, et qu'on pourrait en particulier, je dirais à tous les échelons, on pourrait trouver la manière d'intégrer mieux et de faire aller plus loin les enfants. Je vous donne un exemple. J'ai visité un lycée professionnel qui m'a passionné, qui est un tout petit lycée professionnel qui se trouve à Quintin, en Bretagne, pas très loin de Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. C'est un petit lycée du bâtiment. Et les lycées du bâtiment, c'est souvent ceux qui reçoivent les élèves dont personne ne veut par ailleurs. Parce que, je ne sais pas pourquoi, on pense ça. Moi, il me semble que c'est compliqué de faire des bâtiments, mais enfin, bon. Et j'ai rencontré là une équipe de professeurs, un proviseur tout à fait étonnant, qui est capitaine de pompiers bénévole, qui est par ailleurs un agrégé d'économie, et ils ont pris ce lycée, qui vraiment se portait très mal, et ils l'ont remonté. Et ils ont dit aux autres établissements, envoyez-nous les élèves dont vous ne voulez pas. Nous n'allons pas faire de la remédiation, nous n'allons pas faire de l'encadrement socio-psychologique, nous allons faire un lieu de formation. Et ils ont réfléchi aux formations qu'ils allaient dispenser. Par exemple, ils ont créé une formation de tailleur de pierre avec un partenariat avec Munich et Bruges. Ce qui fait que les élèves se forment pour devenir tailleurs de pierre, une année à Quintin, une année à Bruges, une année à Munich. 100% d'embauche à la sortie, et tout le monde est qualifié, et tout le monde parvient à décrocher la qualification. Même ceux qui ne réussissent pas à décrocher leur BEP, parce qu'il n'y a pas de bac pro pour les tailleurs de pierre, mais c'est très difficile, ceux qui ne réussissent pas à décrocher leur BEP sont embauchés, et ensuite, par validation des acquis de l'expérience, se continuent sur leur lancée. Parallèlement, ils ont créé une toute autre formation, alors beaucoup plus pointue, d'une autre nature,
qui est la gestion des déchets et de la sécurité sur les chantiers. Et ils ont créé une plateforme technique qui est unique en Bretagne, où maintenant les entreprises envoient aussi leur personnel se former. Bon, et là, ils forment des techniciens de sécurité et de gestion des déchets sur les chantiers. Ça marche, ils ont à la sortie 95% d'embauche immédiate. Bon, ça, moi j'appelle ça de l'ascenseur social. Alors c'est vrai que ce n'est pas de l'ascenseur social qui amène les gens au Collège de France, mais c'est tout de même de l'ascenseur social qui emmène les gens plus haut, mieux, et d'une façon que je trouve humaine et sympathique. Quand on entre dans ce collège, qui n'est pas spécialement riche, ils ont mis leur argent dans les machines et dans la technologie, la première chose qu'on voit, c'est des grands panneaux avec des visages et des itinéraires d'anciens élèves qui sont entrés à peu près tous en difficulté ou en catastrophe, et qui sont aujourd'hui conducteurs de travaux sur les autoroutes, etc. Ça, je crois que c'est possible. Ce que j'attendrais de l'enseignement général, c'est qu'il soit capable de faire ce que réussissent ces secteurs de l'enseignement professionnel. Est-ce qu'on peut juste dire un mot parce que de la violence dans les établissements, parce que vous en parlez et vous dites qu'il y a finalement un lien clairement établi entre la violence et la frustration scolaire. Ça, c'est une vraie surprise dans votre livre. Ah oui, là-dessus, alors là, vraiment, tous les travaux sont concordants. Hein. Bon, d'abord, la violence, c'est un phénomène, c'est un mot très complexe. Enfin, on met sous le mot, sous le même nom, des réalités très différentes. La première chose que je dirais, c'est qu'il y a 20 ans, elle m'a plus frappé qu'aujourd'hui. Ce qui étonnera sans doute mes lecteurs ou mes auditeurs, mais très franchement, il y a 20 ans, je dirais que dans les collèges, j'en ai vu autant, mais personne ne s'en occupait, enfin en gros, quoi. Et j'en voyais plus, justement, dans le secteur de l'enseignement professionnel court, où les enfants se sentaient en perdition, enfin sans espoir, n'avaient rien à perdre en quelque sorte. Et je trouvais aussi que les rapports étaient plus difficiles, en particulier dans cet enseignement professionnel, entre les jeunes femmes professeurs de discipline générale qui sortaient de la fac et qui arrivaient dans cet univers-là, et des profs d'atelier qui, eux, venaient du monde ouvrier et qui avaient des relations très difficiles avec ces jeunes universitaires, qu'ils bizutaient, en même temps que les élèves d'ailleurs. Et je trouvais que c'était un monde compliqué, vraiment difficile. Alors bien sûr que la violence, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, elle existe tout simplement parce que l'école n'est plus un monastère, que c'est une sorte de palais des courants d'air, et qu'il y a effectivement une vaste pénétration à l'intérieur de l'école de ce qui se passe dehors. Néanmoins, je crois qu'il faut se méfier du fait que les signalements croissent. Ça n'est pas parce que les signalements croissent que les actes de violence sont plus nombreux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère a mis en place un logiciel qui s'appelle Signa, demandant aux chefs d'établissement de signaler les différents types de manquements qu'il peut y avoir. Si on se rapporte à ce que j'avais vu moi autrefois, je dirais que les signalements évidemment ont augmenté. Les chefs d'établissement, pour beaucoup d'entre eux, ont commencé par faire de la rétention, en disant je ne me montre pas, je vais avoir des ennuis. Et puis petit à petit, au contraire maintenant, ils disent au contraire, je vais montrer que j'ai besoin d'un coup de main, que j'ai besoin de moyens, que j'ai besoin d'être classé ZEP, sensible, etc. Donc on a une augmentation des signalements. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la violence extrême, c'est-à-dire les coups de couteau, par exemple, des choses comme ça, c'est tout de même très exceptionnel. Et qu'il y a un décalage extrêmement fort entre les effets d'annonce qui vous frappent, il donne un coup de poing dans l'estomac, du journal de 20 heures, et la réalité des établissements. Je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a un élève qui a fait exploser de l'acide dans une cour de collège, c'était à Asnières. Et bon, ça a fait un grand événement parce que c'était spectaculaire, c'était dangereux, il a commencé à mettre le feu, etc. Moi, je connaissais ce collège, qui est un collège particulièrement bien tenu et où justement la violence est rare. Et d'un seul coup, il est devenu collège de la perdition, totalement violent, parce que cet événement s'est produit. En fait, on s'aperçoit que les événements très importants sont rares et localisés dans très peu d'établissements, qui ramassent tout, qui sont vraiment des établissements très, très durs, très difficiles. Ce que je n'ai pas retrouvé, par exemple, c'est les gens qui tirent au fusil sur le collège. Ça, j'ai pas retrouvé. J'ai vu ça il y a 20 ans, je n'ai pas retrouvé. En revanche, je vois des incivilités nombreuses, vraiment très nombreuses, comme on l'a dans la rue, comme on l'a dans la vie sociale. Et là, je pense que les choses, alors, ce que je dis n'est pas assuré, je veux dire que c'est plutôt un récit de voyage qu'une certitude. Il me semble que tout change suivant l'attitude des adultes. C'est-à-dire que quand on est dans un collège où les adultes sont cohérents entre eux,
c'est-à-dire où les professeurs se parlent, où il n'y a pas de guéguerre entre l'administration, c'est-à-dire le principal adjoint et la vie scolaire, les conseillers d'éducation, et où l'ensemble, principal adjoint, vie scolaire et enseignants se parlent eux-mêmes, où on sent que la loi commune est énoncée, réfléchie, que les sanctions sont par exemple, l'échelle des sanctions est bien au point et débattue. Ben, ça marche. Vraiment, je ne veux pas dire que dans ces établissements-là, il ne se passera jamais rien, qu'il n'y a pas un élève qui va péter les plombs, qu'il n'y a pas des élèves qui prennent de la drogue ou qui en trafiquent, bien sûr que si, mais tout de même, l'atmosphère de ces établissements est une atmosphère de travail et les choses sont dites, relevées. Il y a un truc très simple quand vous vous promenez dans un collège. Vous êtes dans un couloir au moment de l'interclasse et puis vous voyez un élève qui jette son chewing-gum par terre. Et vous êtes en compagnie d'un professeur. Si vous êtes avec ce professeur, qu'il dit à l'élève « ramasse ton chewing-gum et range-le » comme ça, tranquillement, et qu'il n'est pas le professeur de cet élève, vous savez que c'est un établissement qui tourne bien. C'est-à-dire que chaque adulte se sent, je dirais même presque sans y réfléchir, enfin dans les comportements quotidiens, en charge de la communauté scolaire. En revanche, si vous êtes dans un collège, vous avez des profs qui disent ça, de toute façon, c'est l'affaire des CPE ou de l'administration, vous savez que c'est un établissement qui ne va pas bien marcher. J'ai remarqué aussi qu'un discriminant total, c'est le nombre de conseils de discipline par an. Je me rappelle à Clichy-sous-Bois, où j'étais allé il y a 20 ans. Clichy-sous-Bois, c'est vraiment de la banlieue très très difficile. Hein. C'est des collèges où personne n'habite sur place, aucun prof, aucun n'y scolarise ses enfants, etc. Bon, il y avait 2 collèges, il y a 20 ans, il y a toujours 2 collèges aujourd'hui. Il y avait Romain Rolland et Louise Michel, ils s'appellent toujours comme ça. Et il y a 20 ans, Romain Rolland, c'était la catastrophe, et Louise Michel, ça marchait plutôt bien. Aujourd'hui, Romain Rolland, ça marche carrément bien, et Louise Michel, c'est la catastrophe. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe, je pense que c'est d'abord, dans un cas, il y a un encadrement très réfléchi, motivé, qui connaît très très bien l'environnement, qui connaît les familles, qui sait sur quelle famille s'appuyer, etc., qui accueille bien les jeunes profs. Le collège d'à côté, il y a un encadrement qui a peur de son ombre. Les jeunes profs sont accueillis comme des chiens dans les jeux de quilles. Le taux de turnover est de plus de 30 à 40% par an. Ça, c'est un indice qui ne trompe pas, il ne reste pas, il dégage dès que possible. Et puis, il y a 15 ou 17 conseils de discipline par an. C'est-à-dire que les choses n'étant jamais déminées, jamais prises en amont, finalement, ça finit devant le juge. Et là, on sait que les gens pourraient penser que parce qu'il y a plus de conseils de discipline, justement, la discipline est plus forte. Je dirais que c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que, justement, dans la vie quotidienne de l'établissement, les choses ne sont pas dites et l'échelle des peines n'est pas fixée. C'est-à-dire, il y a des profs qui vont donner des punitions collectives, il y a des profs qui vont donner des punitions individuelles, il y en a qui vont autoriser qu'on mange au moment de la rupture du jeûne de Ramadan en classe, il y en a qui vont dire mais on ne mange pas en classe, ça ne se fait pas, attends la fin du cours et tu mangeras après, etc. Ça, c'est vraiment là, je dirais que la cohérence du monde des adultes est quelque chose qui marche. Ça m'a frappé à propos du voile, par exemple. J'étais en plein dans les établissements concernés au moment de la discussion sur la loi sur le voile. Moi, partout où j'ai vu justement des communautés éducatives qui avaient vraiment discuté des choses, les problèmes étaient extrêmement sous contrôle et tout à fait déminés. Et ils auront plus d'ennuis maintenant avec la loi, je pense. Mais je crois qu'il ne faut pas se dire qu'il n'y aura pas de problème de violence. Ce sont des enfants qui sont dans un monde incroyablement dur. La première chose qui frappe quand on séjourne un peu longuement en banlieue, par exemple, c'est le nombre des morts, tout simplement. C'est le nombre des morts dans les familles. Quand on reste dans un établissement une semaine, il y a combien de morts dans les familles? C'est un truc qui, au début, je n'y ai pas fait attention, je n'y ai pas pensé. Et puis, ce sont les conseillers d'éducation qui ont attiré mon attention là-dessus, parce que ce sont toujours des interlocuteurs très vigilants, très intéressants, les conseillers d'éducation. Et je me suis rendu compte que dans les familles, par exemple, ça meurt tout le temps. Et par exemple, pourquoi les enfants parlent fort? Parce qu'à la maison, on hurle. Si on veut être entendu, on hurle, c'est évident. Donc il y a tout un apprentissage à faire avec ces enfants. Et ce qui est clair, c'est que je crois qu'une partie d'entre eux, dans ces zones de relégation dont je parlais, pense que l'école ne peut en aucun cas leur donner quelque chose que ce soit et ne peuvent pas construire sur l'école un projet d'avenir. Dès la 6e, je dirais que dès la première semaine de la 6e, ils ont parfaitement intégré ce message-là. Ça pourrait être intéressant, mais ça n'est pas pour nous. Et on n'a rien à perdre. Et là, il faut vraiment des enseignants de très grande qualité, et il faut une communauté d'adultes de très grande qualité pour leur dire « mais l'école, c'est pour toi ». J'ai vu par exemple un professeur de physique qui est français, d'origine sénégalaise, son père est venu en France, et
et qui a choisi, il a hésité longtemps entre une carrière, c'est un type très brillant, entre une carrière d'ingénieur et puis une carrière de professeur, et finalement il a choisi de devenir professeur sur le plateau, exactement là où il est né. Et il m'avait dit, venez vers la 3e semaine de septembre, je vais leur faire le coup du plateau. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Donc je suis venu à la date qu'il m'a dite, un lundi. Et puis il a dit aux élèves, bon, aujourd'hui on va prendre 10 minutes pour parler un petit peu de la façon dont vous vivez votre rentrée. Les élèves ont dit, oh, bah, de toute façon, nous on est du plateau, hein, c'est pas pour nous. Et il leur a dit, mais moi je suis du plateau. Je suis né à côté, rue Baudelaire. Et les élèves ont dit, vous êtes né rue Baudelaire. Pour eux c'était inimaginable qu'un professeur soit issu de ce coin-là. Il leur a dit, oui, je suis né là, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe en 6e, et même encore en première, mais mes professeurs ont beaucoup hésité à me faire passer d'une classe dans la classe suivante. Je suis toujours très étonné d'être passé de 3e en seconde, c'était toujours aura des pâquerettes, et puis finalement, bah, j'ai explosé au niveau du baccalauréat, puis ensuite à l'université. Et la force de conviction que mettaient les hussards, ça existe. La force de conviction que mettait ce maître quand il parlait, c'est une espèce d'appel d'air incroyable sur les élèves. Alors ça marche quand même. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. On ne peut pas dire que là, l'ascenseur social est complètement en panne. Mais ce qui est vrai en même temps, c'est que par exemple, les élèves qui sont complètement largués, les décrocheurs, comme disent les CPE, les garçons, ils partent dans les trafics, ils volent les voitures, ils trafiquent de la drogue, ils font pas ça au collège. Ils font pas ça au collège, ils font ça à l'extérieur. Ils veulent surtout pas d'ennui au collège. Donc ils viennent au collège dans des espèces de houplandes qui leur cachent la tête, qui leur donnent des silhouettes interchangeables. Et surtout, ils se font pas remarquer, ils font pas de bruit, sauf s'ils s'énervent entre eux, enfin s'il y a un conflit entre eux. En revanche, c'est les filles qui deviennent dangereuses. C'est-à-dire les filles décrochées, elles n'ont pas la bande. Elles n'ont pas cette contre-société, elles n'ont pas cette possibilité d'avoir de l'argent rapidement, enfin d'entrer dans la petite ou moyenne, d'ailleurs, truanderie. Et celles-là sont vraiment désespérées et dangereuses. Les coups de cutter, par exemple, donnés entre elles ou donnés aux profs, c'est souvent les filles. C'est souvent ces filles-là qui pensent vraiment que c'est terminé pour elles, et dedans, et dehors. Et là, c'est sans appel. Moi, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur cette sorte d'humiliation terrible que vit un enfant qui, de toute façon, sait qu'il est là pour ne pas comprendre, qui d'ailleurs ne comprend pas, qui passe des heures à vivre le fait qu'il ne comprend pas. Là, les professeurs qui m'en ont parlé, enfin, il y en a qui connaissent très très bien les choses et qui les observent de près, c'est quand même très impressionnant. Il y a une vraie souffrance. Par ailleurs, je pense qu'il faut que la loi soit dite dans un établissement, mais on ne rétablit pas l'autorité en décrétant l'autorité. On ne va pas dire, on rétablit l'autorité lundi, c'est un peu comme l'extinction du paupérisme après 22 heures. Hein. L'autorité, elle fonctionne quand les adultes savent ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, comment, et quand précisément ils partagent vraiment la loi et l'énoncé de la loi. À partir du moment où ça se fait, ça marche. Je n'ai pas vu pour ma part, mais je n'ai pas vu tous les établissements de France, d'endroits où ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, mais ça veut dire que les problèmes sont analysés, gérés et que ça donne d'assez bons résultats. En revanche, je trouve que la coopération avec la police marche moins bien qu'il y a 20 ans. On va s'arrêter, je vais juste vous poser une dernière question et une réponse très rapide. En 20 ans, vous êtes revenu sur de nombreux jugements, sans doute. Vous avez cité notamment l'enseignement professionnel et ces lycées. Vous qualifiez il y a 20 ans de parking à chômeurs. Aujourd'hui, vous êtes revenu sur ce jugement. Est-ce que vous êtes cependant optimiste, malgré tout ce qu'on a dit ce soir, sur non pas les 20 prochaines années, parce qu'évidemment, faire des prévisions dans ce domaine, c'est très compliqué, mais est-ce que vous pensez que ça peut bouger ? Ah oui, moi je pense pas que c'est une question d'optimisme. C'est-à-dire, je n'aime pas beaucoup l'idée qu'on serait dans un système binaire où on est soit optimiste, soit pessimiste. Précisément, ma démarche, c'est d'essayer de me confronter à un certain nombre de faits, de les rassembler, de les écrire comme je les ai vus ou comme je les ai emmagasinés, et essayer de les interpréter, et puis de livrer ce texte à mes concitoyens en disant, voilà, réfléchissons, débattons ensemble. Alors les faits sont-ils encourageants ? Je ne demande pas à mes lecteurs d'être d'accord avec moi. Je suis sûr que dans cette salle, certains d'entre vous se sentent à l'aise dans ce que je dis, d'autres ne sont pas d'accord. Ça me paraît totalement légitime. Ce que je voudrais, c'est que, si possible, le débat s'engage sur un certain nombre de constats communs. Ça me paraît quelque chose d'important. Or, je ne pense pas du tout que l'éducation nationale est une espèce de molosse inerte. La métaphore du mammouth, si vous voulez, elle est fausse, elle est vraie et fausse à la fois. Je dirais qu'administrativement, elle est vraie. Humainement, elle ne l'est pas. Humainement, c'est un monde extraordinairement différencié où il y a un grand pouvoir d'innovation. Quand les gens veulent faire des choses, ça se fait et ça marche. Et moi, je crois que tout de même, nous avons réussi à franchir des pas quantitatifs.
assez spectaculaire. C'est-à-dire, nous avons réussi tout de même à massifier fortement. En termes de qualité, nous sommes actuellement loin du compte. Vraiment, nous sommes loin du compte, mais je ne vois pas pourquoi on penserait que nous sommes condamnés à ce que ça aille de mal en pis. Les gens qui nous disent que le niveau baisse et que tout fiche le camp d'année en année sont les gens qui ne veulent toucher à rien, qui ne veulent pas faire preuve de courage intellectuel et mettre les choses à plat et dire maintenant qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est un éternel argument. J'ai lu par exemple des rapports de baccalauréat du 19e siècle. En 1891, le président de jury du baccalauréat disait que c'était déjà moins bon du point de vue du niveau qu'en 1890. Bon, on peut continuer comme ça. Moi, je ne crois pas que ça nous fera beaucoup progresser pour prendre nos responsabilités là-dessus. Encore une fois, c'est pas de l'optimisme. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai rencontré un principal de collège à Antony, en banlieue sud de Paris. Antony n'est pas du tout une zone sensible, mais il était sur le secteur difficile de sa ville. Et c'est un collège dont la population est partagée entre les bars, enfin les grands immeubles, et puis la zone pavillonnaire avec plutôt des classes moyennes. Et il a observé que les classes moyennes commençaient à déserter le collège et à contourner, soit en envoyant leurs enfants dans le privé, soit en envoyant dans d'autres collèges. Et lui tenait beaucoup à garder cette mixité sociale. Il a eu une idée formidable. Alors, il a fait d'ailleurs plein de choses tout à fait intéressantes. Hein. C'est un collège très ouvert, où les gens peuvent venir, où les parents peuvent venir aussi, où il y a une espèce de grand débriefing 3 fois par an, profs, parents, délégués des élèves, etc. Où l'usager, vous savez, les parents, on leur reproche de ne pas être là, on leur reproche d'être là. Mais ils ont toujours tort. Ils ont tort quand ils sont là, parce qu'ils viennent nous gêner, et puis ils ont tort quand ils ne sont pas là, parce qu'ils sont des missionnaires. Donc lui les accueille fort bien, et quand je dis lui, c'est lui débattu, hein, c'est pas tout seul. Et ils ont une idée formidable, c'est qu'il n'y a pas loin, à Bourg-la-Reine, un conservatoire national de musique. Ils ont décidé de faire des concerts de musique classique tous les mercredis, en profitant de ce qu'il y a d'excellents jeunes musiciens qui ne demandent qu'à se produire. Tous les mercredis, collège ouvert, la salle éclairée et décorée, concert de musique classique avec piano à queue, harpe et tout ce qu'il faut. Les gens sont venus, les gens des pavillons sont venus, et ils se sont dit mais que c'était un endroit tout à fait fréquentable, tout à fait convenable, et que, mon Dieu, la musique classique est de bonne qualité, ils y ont mis leurs gosses, et ça marche. Et mais c'est des choses qui sont, c'est pas simplement un truc, c'est aussi une pensée. C'est vraiment, ce sont des gens qui, à la fois, ont eu l'idée, aux gens, venez voir, chez nous c'est convenable. Et en même temps, bien sûr, la pédagogie suit, et la pratique scolaire suit. Bon, on peut faire des choses dans l'éducation nationale. Je pense que c'est un monde ouvert, je ne pense pas du tout que c'est un monde fermé. Ce sur quoi je m'interroge, c'est sur notre générosité collective vis-à-vis des enfants qui sont en difficulté. 15% d'enfants dans ce pays sont en grande ou très grande difficulté scolaire. Or, on est vraiment d'accord entre tous les chercheurs du monde sur le fait qu'il n'y a quasiment pas d'enfants inéducables. C'est-à-dire que si on compte ceux qui ont vraiment des handicaps mentaux ou intellectuels extrêmement forts, on sera dans l'hypothèse la plus haute à 0,5, dans l'hypothèse la plus basse à 1,5. Mais je dirais dans l'hypothèse la plus pessimiste, 98,5% des enfants sont éducables. Alors la question maintenant, c'est comment ? Ben, ça passe sans doute aussi. Merci beaucoup. Vous nous avez dit tout à l'heure que ça passait aussi par un changement de nos comportements à nous et de notre vision des choses, et ce livre l'aide en tout cas. Merci beaucoup. Rendez-vous le 20 décembre prochain pour la dernière conférence de cette année en tout cas avec Jean-Pierre Cassel. Merci beaucoup, bonne soirée.